Bonsoir. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille un peu. Les micros vont m'aider. Merci d'être venu à cette conférence organisée dans le cadre des réseaux français des villes éducatrices, éducation. Le thème de ce soir nous porte à 2030, mais bien évidemment, en voyant 2030, il faut aussi parler de 2019 et des années à venir, puisque c'est une continuité, l'éducation. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour organiser cette session, puisqu'il y a ce soir, il y a eu cet après-midi, il y a demain, et pour les Orlysiens, il y a également samedi. Et donc remercier d'abord le centre culturel qui nous accueille aujourd'hui dans cette salle, mais également tous les services de la ville qui ont travaillé pour organiser ces rencontres, et bien évidemment Imen Benchek qui se cache derrière moi et qui a été la cheville ouvrière pour l'organisation de tout ça. Je vais passer la parole au président qui va vous annoncer un peu le déroulé de la soirée, un petit peu modifié car on attend encore quelques personnes qui sont dans les embouteillages. Voilà, Monsieur le Président. Madame la maire, merci de votre accueil. Madame l'adjointe au maire, chère Imen, merci également. Monsieur le sénateur, j'aimerais dire mesdames les députés, mais elles sont en route, elles arrivent. Ça illustre les difficultés des transports en Île-de-France, mais elles vont nous rejoindre très prochainement. Monsieur Léna, du CGET. Cher Étienne, qui va animer cette table ronde et que je remercie vraiment pour d'avoir accepté, qui est vice-président de la Ligue de l'enseignement en charge de l'éducation, notamment parce qu'il a beaucoup d'autres casquettes et compétences et expériences, mais je le remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues venus de toute la France, nous avons nombreuses régions représentées, Mesdames, Messieurs de la ville d'Orly, les partenaires éducatifs, tous les acteurs qui font que nos rencontres sont ancrées dans un territoire. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir ces rencontres nationales des villes éducatrices. Nous aurons différentes personnes qui nous rejoindront aussi demain, mais nous avons une captation vidéo qui nous permettra, à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, on est en fin de mandat municipal et c'est un petit peu plus compliqué quand on arrive vers la fin. Je suis très heureux d'ouvrir ces rencontres. Je tiens vraiment à remercier Imen Benchek pour son invitation qu'elle avait lancée il y a plus de 2 ans. C'est la marque de sa ténacité au service de sa ville, mais aussi pour notre réseau, et elle nous apporte vraiment beaucoup. Je remercie également les services de la mairie d'Orly, en particulier Malika Boni, qui ont permis la réussite de l'organisation de cet événement. Un grand merci également à Charlotte Denis, qui est la permanente du RFVE, sans qui rien de ce que nous faisons ne serait possible. Nos précédentes rencontres nous ont conduits à Villeurbanne, ville chère à mon cœur, sur la thématique de la laïcité, à Metz sur la thématique des mixités, et dernièrement à Lille où nous avons travaillé autour de la ville à hauteur d'enfant. Le débat éducatif en France n'est pas toujours, comme à peu près sur tous les sujets politiques, empreint d'une grande sérénité. Pour nous qui agissons au quotidien dans les territoires, il y a parfois un fort décalage entre l'agitation nationale que crée une méthode de lecture, le nombre de drapeaux dans les classes, l'habillement des parents d'élèves, que sais-je encore, et les réalités de la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cette déconnexion, c'est aussi celle du ministère de l'Éducation nationale, pas simplement sous ce gouvernement, encore qu'on atteigne un niveau jamais égalé de méconnaissance des collectivités, probablement de la réalité des acteurs de terrain. Chaque réforme et contre-réforme est pensée comme si la décentralisation n'avait pas vraiment eu lieu. Je ne parle pas ici des fantasmes d'une éducation régionalisée qui n'existe pas réellement. Nous sommes attachés à une éducation nationale et républicaine. Et donc d'ailleurs, parfois plus que l'État lui-même, à l'école publique. Je parle du fait que la moitié du temps de l'enfant à l'école dépend des mairies, que le temps scolaire représente moins de 10% du temps de l'enfant, que les bâtiments, une partie du personnel éducatif, les temps périscolaires, les accueils de loisirs, la petite enfance et tout un tas d'autres choses dépendent des décisions politiques des élus locaux. Or, tout est fait en silo, comme si les décisions sur les programmes, comme si les décisions sur les répartitions d'effectifs, la politique de petite enfance, les loisirs n'avaient pas d'impact sur le fonctionnement des services publics locaux. En revanche, quand il s'agit de porter le poids de l'impopularité d'une décision comme sur les rythmes scolaires, on laisse les élus seuls en première ligne. D'où le choix de parler d'éducation en 2030, et pas simplement de l'école, même si elle est centrale. Mais on ne peut pas non plus tout lui demander.
d'en parler d'abord avec des représentants de la nation, en leur demandant de nous parler d'avenir, de vision à long terme. Et je remercie chaleureusement Max Brisson pour sa disponibilité, sa ponctualité, son avance même. Et je remercie également Georges-Paul Langevin et Sylvie Charrière qui nous permettent d'avoir une vision de différentes sensibilités politiques. D'échanger ensuite demain avec tous les acteurs éducatifs, les syndicats enseignants, les parents, l'éducation populaire, nos amis de l'ANDEV. Car il ne s'agit pas ici de revenir sur le détail de chaque politique particulière passée. Je vais moi-même m'interdire ce soir d'en parler, même si je pense que la loi École de la confiance est une vraie occasion manquée d'aborder les contours du système éducatif que nous voulons. Je l'ai fait. Gageons que les cités éducatives, cher Vincent Léna, et nous y croyons vraiment sur le principe, permettront de trouver des modalités profondément renouvelées de co-construction des politiques publiques. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir. Car oui, la question est bien quelle éducation ou quel système éducatif au sens large nous voulons pour notre pays et plus largement pour notre continent. La génération qui vient est celle du climat, celle qui devra vivre les bouleversements dont nous commençons seulement à envisager la portée. La jeunesse est là pour nous rappeler que les rapports du GIEC s'enchaînent, mais que nous continuons à faire comme avant. Pourtant, face au changement climatique, il n'y a que deux options, le repli sur soi survivaliste ou la solidarité et la coopération. C'est un défi gigantesque, mais qui peut être enthousiasmant si nous en profitons pour retrouver l'envie de vivre ensemble. C'est un véritable projet de société global dans lequel l'éducation sera centrale, car si la jeunesse peut porter les combats de demain, si elle peut pousser la société à changer, elle aura besoin des outils pour le faire, de l'analyse critique, de la distanciation, dans une démocratie remise en cause dans ses fondements par l'ère de la vérité relative et des algorithmes. 2020 doit nous permettre de remettre l'éducation au cœur du débat national. Les villes éducatrices publieront au début de l'année prochaine un document sous forme de manifeste issu des échanges de ces rencontres. Et je crois que nous pouvons nous dire que la question des moyens que nous avons entendus ces dernières années ne doit pas être la seule façon de raisonner, car depuis que nous avons appris il y a quelques semaines qu'on pouvait trouver 1,5 milliard d'euros pour le service national universel, tout est possible, service civique, service national universel, tout est possible. Et donc, autorisons-nous ce soir à arriver et à imaginer ce que peut être l'éducation de demain. Merci à vous. Bien, merci Damien. Merci aussi de m'avoir sollicité pour cette tâche un peu... Ah, d'accord. Voilà, mais vous avez vu, alors si nous nous sommes installés de cette façon-là, c'est parce que nous souhaitions pouvoir accueillir dignement nos deux intervenantes, c'est pas parce que je tenais à mettre à distance les intervenants. Donc j'étais très content de cette invitation parce que pour plusieurs raisons. D'abord, je suis un ancien du réseau, tant que j'ai été élu local et je suis très attaché à ce réseau. Ça me fait plaisir de voir que contre vent et marée, il continue, il se développe et des nouveaux élus incarnent un peu la reprise du flambeau. Et puis sur le thème, quelle éducation pour 2030 ? J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait aborder ces questions éducatives que si on avait une vision, que si on avait quand même des convictions sur et à partager. Et je crois que le débat de ce soir, qui finalement est préparatoire aussi au débat de demain, puisque si j'ai bien compris, il s'agit, je ne vais pas être très long moi en tout cas, puisque je suis là plutôt comme passeur, de permettre de voir un peu comment aujourd'hui des responsables politiques qui sont très investis sur les questions éducatives, Max Brisson a un passé riche au sein de l'éducation nationale et aussi en tant qu'élu, et il a une des responsabilités importantes dans aujourd'hui l'organisation du débat parlementaire, notamment sur les questions éducatives. Georges-Paul Langevin aussi a été très investi, a été ministre de la réussite éducative. Sylvie Charrière est aussi très investie et vient aussi de l'éducation nationale, et aux côtés de Vincent Léna est investi dans le suivi des cités éducatives. Et puis bien sûr Vincent, qui pilote ce programme qu'évoquait Damien tout à l'heure. Donc pour aller tout de suite au fait, je peux réfléchir sur la façon avec l'équipe du réseau, sur la façon dont on pouvait organiser ces débats pour pas qu'on ait des grands tunnels de discours programmatiques, si je puis dire, mais qu'on essaie d'aller un peu à l'essentiel et qu'on essaye de voir les quelques questions que vous souhaiteriez, M. Brisson, Vincent, Léna, mettre dans la corbeille finalement de la réflexion du réseau des villes éducatrices qui réfléchit sur ce projet à l'horizon, un horizon finalement qui est
pas si lointain et qui permet aussi d'ancrer cette réflexion dans la réalité, puisque le propre des élus locaux, notamment, c'est de se projeter, mais de se projeter dans une capacité à pouvoir transformer les choses au quotidien. Donc je propose qu'on organise peut-être cette première partie, puis il y aura un petit débat ensuite avec la salle, en réponse aux questions, peut-être sur 3 séquences. Hein. Une première qui va s'attacher à essayer de voir ce que sont pour nos interlocuteurs finalement les finalités que devrait se fixer le système éducatif à l'horizon 2030. Une deuxième séquence sur l'école, hein, qui reste quand même une institution centrale dans le système éducatif. Et une troisième séquence sur les alliances éducatives, les territoires apprenants, hein, la relation entre les collectivités et l'éducation nationale et les autres partenaires dans ce projet éducatif. Donc pour la première séquence, en espérant que nos 2 intervenantes vont nous rejoindre. Je vais donc interroger Max Brisson et Vincent Léna sur, finalement, oui, quelle finalité éducative on peut se fixer dans une période où on a l'impression d'être un peu dans l'hésitation entre 2 options. Une option qui semblait assez consensuelle, qui était l'option du socle, nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture tel qu'il avait été décrit dans la période précédente, et puis autour aussi de ce principe d'éducabilité, hein, qui est quand même un principe qui se traduit dans la formule un système éducatif pour la réussite de tous les enfants. Parce que vraiment tous les enfants peuvent réussir, qui peut parfois venir se heurter aux réminiscences d'un système plus méritocratique, nous pourrions dire. Hein. Donc pour vous, finalement, quelles sont les finalités que devrait se fixer le système éducatif? Je renvoie aussi aux réflexions d'Edgar Morin sur les 7 piliers fondamentaux de l'éducation, hein, apprendre à apprendre, connaissance de la connaissance, la compréhension. Donc voilà, comment vous imaginez, enfin, quels sont les points sur lesquels vous souhaiteriez insister sur ces finalités éducatives, et puis peut-être un petit, dans cette séquence, peut-être quelques mots sur aussi la façon dont l'urgence écologique, la transition écologique est un peu à la mode aujourd'hui, comment ces questions-là peuvent être aussi prises en compte. Donc Max Brisson, je vous passe la parole. Alors, et puis je salue l'arrivée de, je crois, Georges-Paul Angevin, qui me semble être là, et que j'invite à nous rejoindre. Et Sylvie Charrière, très bien. Donc, je vais dire quelques mots, parce que j'étais assez inquiet de l'absence de pluralisme à la tribune. Et puis par ailleurs, je vais peut-être moi à mon tour. Bonjour. Comme ça ressemble à des entrées et sorties, parce que moi, pour le coup, il y a un avion à prendre, il y a un thé assez inquiet de l'importance des embouteillages. Je ne resterai peut-être pas jusqu'au bout, et je regrette un peu parce que j'aurais beaucoup aimé parler d'école et de territoire. Enfin, peut-être que nous aurons l'occasion. J'aurais peut-être un discours très girondin, quand on est un élu du Pays Basque, on ne peut être que girondin, et un discours très décentralisateur. Mais je veux revenir sur ce qu'a dit votre président. Je crois bien sûr aussi au rôle de l'État, et je crois aussi beaucoup à l'école publique. En tout cas, j'ai aidé à servir. Donc si à un moment j'ai des dérapages qui peuvent irriter, revenez à ce que j'affiche après le discours de votre président, d'adhésion bien sûr à un cadre national et au rôle de l'État. Je vais me lancer, puis ça va permettre à la ministre et à ma chère collègue députée, avec qui nous étions d'ailleurs en débat au Salon des maires il y a quelques jours, de reprendre par rapport à l'intervention de M. Westbach. Moi, je continue à croire, même si le ministre l'emploie beaucoup moins, au socle commun de connaissances et de compétences. J'ai même été un petit peu surpris lorsque j'ai vu apparaître dans le projet de loi pour l'école de la confiance des établissements publics locaux des savoirs fondamentaux, dont un célèbre article 6 quater que le Sénat d'ailleurs a expédié dans un autre monde, après 14 amendements venant de tous les groupes politiques qui demandaient, pour d'autres raisons d'ailleurs que les savoirs fondamentaux, la suppression de l'article 6 quater. Bon, moi je pense que alors on va bien sûr parler d'école en 2030, ce qui nous permettra un peu aussi
rêver si les rêves sont crédibles, et c'est bien le rôle aussi de la politique que de vouloir faire bouger les choses, mais pour en rester à la situation actuelle et par rapport à une éventuelle remise en cause du socle comme un bagage de connaissances que tous les jeunes de ce pays sortant de l'école du socle, de l'école obligatoire de 3 donc à 16 ans, doivent avoir. Je ne vois pas pourquoi on baisserait la garde. Je pense que c'est ô combien nécessaire. Et d'ailleurs, moi je constate que le socle de connaissances et de compétences a survécu aux alternances politiques. Il a pu être enrichi, il a pu être développé, le livret qui l'accompagne a pu être modifié, mais finalement, au-delà des alternances politiques, il y a bien cette idée que je considère comme toujours nécessaire, d'un bagage qui permet à l'école d'abord de former des jeunes en capacité, avant de s'orienter vers des parcours beaucoup plus professionnalisants à court, moyen ou long terme, qui permettent quand même d'être dans la vie des citoyens et d'être dans la vie des citoyens dotés de suffisamment de bagages culturels pour pouvoir affronter nos sociétés très complexes. Donc moi, je maintiens mon attachement au socle. Après, pour parler d'école de 2030, moi, je souhaiterais davantage que l'on aille vers une individualisation des parcours, qui me semble être une des clés. Le socle, bien sûr, il doit être acquis, tant en termes de connaissances et de compétences. Mais je pense qu'il y a je vais être un peu caricatural, et vous allez oublier que j'étais professeur d'histoire, tellement je vais être caricatural. Enfin, il faut rompre un petit peu avec Bonaparte. Ce qui compte, c'est que les connaissances et les compétences soient acquises. Je dirais, elles ne sont pas obligatoirement acquises pour tous les élèves au même moment, hein, comme Bonaparte qui regardait sa montre et qui était persuadé que les enseignements étaient identiques dans tous les lycées napoléoniens. Moi, je pense qu'il faut accepter, être davantage dans cette approche par cycle, qui a, je parle sous le contrôle de Georges-Paul Langevin, qui s'initie, mais enfin qui, dans les faits, est quand même fortement freiné. Et la discipline que j'ai pilotée comme inspecteur général longtemps a tout fait, je l'ai bien ressenti comme ça, pour que la notion de cycle soit quand même très conceptuelle, parce que dans les faits, il y a un programme annuel et la nécessité, autant d'avoir acquis telle connaissance, telle compétence, alors que ce qui compte, c'est pas qu'elle soit acquise à 10h28 le 24 janvier, c'est qu'elle soit à terme totalement maîtrisée, et donc être dans une école qui prenne davantage en compte les capacités de développement de chaque élève, et donc qui soit plus individualisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis, ça sera le deuxième souhait que j'émettrai avant de donner la parole à mes collègues qui sont maintenant arrivés, et j'en suis très heureux, c'est de davantage adapter au territoire. On en reparlera à la fin de nos échanges, mais moi je pense qu'on ne peut pas, enfin, que l'école a une vraie réflexion qu'elle doit mener avec les collectivités territoriales, ce sera la troisième partie de notre échange, sur la territorialisation de ces politiques éducatives. Ici et chez moi, dans les vallées pyrénéennes ou dans les grandes métropoles, on ne peut pas continuer à être dans un cadre qui reste, de mon point de vue, beaucoup trop unique. Donc il y a une autre rupture après Bonaparte, c'est une rupture avec une structure qui me semble encore beaucoup trop jacobine, mais qui nécessite en préalable une vraie réflexion sur les territoires de l'école. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale a fait une très mauvaise connaissance. Il doit d'abord se muscler en termes de connaissance de la territorialisation de l'école, de manière à pouvoir adapter les politiques éducatives aux réalités des territoires. Et cela, ça passe bien sûr par de la décentralisation, de la déconcentration et du partenariat avec les collectivités territoriales. Voilà. Merci, M. le Président. Alors, pour rappeler peut-être les règles du jeu, puisque je ne sais pas si vous avez entendu en arrivant, mais
Non, c'était pas du tout. Vous avez répondu aussi à la demande, si je puis dire. L'idée, c'est que nous organisions notre petit débat autour de 3 séquences. Une première sur les questions de, finalement, c'est quoi les finalités que vous assignez à l'éducation, enfin, qui vous semble nécessaire de promouvoir pour l'éducation à l'horizon 2030. Et c'est là où j'ai évoqué, ça, c'est le premier point. Deuxième point, séquence, ça s'attachera plus particulièrement à la nature de l'école. Quelle école dans ce système? Et le troisième volet était plutôt sur les questions des alliances éducatives, des territoires à poids d'or, des relations entre les collectivités territoriales. Donc sur ce premier thème, l'idée est de vous faire un peu réagir sur ce débat qu'il y a aujourd'hui, que j'évoquais, sur est-ce que c'est toujours l'éducabilité et la réussite de tous les enfants qui doit être le fil directeur, ou on est plus sur nos options plus méritocratiques, et c'était aussi la mise en avant des savoirs fondamentaux par rapport au socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Bon, comment vous sentez et vous voyez les choses dans ce domaine? Et puis il y avait aussi un addenda qui était une commande aussi du réseau sur est-ce que dans ces finalités éducatives, la question de la transition écologique, enfin comment ces questions-là peuvent-elles être aussi intégrées? Madame Charrière ou Georges-Paul Angevin, allez-y. Alors, le vaste sujet des acquis. Je pense qu'effectivement, je rejoindrai monsieur le sénateur, les acquis. Il faut vraiment qu'on s'assure que nos jeunes aient des acquis. Et sans entrer dans une trop grande langue de bois, moi, je suis ancienne principale d'un collège Réplus à Clichy-sous-Bois. Et la question des acquis est à mon sens fondamentale. Et il faudra à un moment qu'on lève un petit peu la chape sur le fait que certains jeunes arrivent en seconde avec très très peu d'acquis et avec des notes par exemple aux écrits du brevet qui sont juste qui montrent que les acquis ne sont pas là. Donc comment on arrive à individualiser les parcours, à les personnaliser, mais aussi, et bon, c'est un lieu commun, mais je pense que la question du sens est fondamentale et des intelligences multiples. Donc, répondre, déjà donner du sens à travers l'usage de la pédagogie de projet. Moi, je pense que les EPI étaient vraiment un outil remarquable et je suis un petit peu déçue que ça soit devenu facultatif, parce que je pense que de travailler en interdisciplinarité, là je parle du collège, ça donnait énormément de sens au savoir. Ça a amené aussi les jeunes à avoir des productions concrètes et je pense qu'on était vraiment dans le sens de ce que l'on attend, et aussi dans le sens des savoir-être. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé sur la loi apprentissage et sur l'insertion des jeunes, je me rends compte que ce qui vraiment nuit à nos jeunes, et surtout nos jeunes des quartiers prioritaires, c'est justement ces codes, ces savoir-être. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que les enseignants évaluent le plus. Ils sont plus axés sur leur discipline. Et c'est dommage. Et du coup, ces EPI, c'est vraiment le moyen, à travers ces projets, de mettre en avant la capacité à travailler ensemble, à s'écouter. Et aussi, après, évidemment, il y a aussi tout le travail autour des codes, le respect de l'autorité. Et ça, c'est vraiment des compétences et sur lesquelles nos jeunes sont beaucoup attendus et qui leur font défaut au moment où ils cherchent un stage en 3e, au moment où ils cherchent une alternance. Et voilà. Donc je pense que pour moi, une vision, ça serait de travailler beaucoup plus sur les intelligences multiples, sur la valorisation aussi de la main, de la fabrication. On fabrique plus dans les collèges et c'est bien dommage. Et aussi sur le travail en groupe, le travail avec un projet, l'interdisciplinarité. Il faut que les jeunes comprennent qu'on n'apprend pas Thalès pour apprendre Thalès, mais que ça peut avoir un sens à un moment ou à un autre. Et ça, je pense que c'est un lieu commun, mais malheureusement, c'est pas encore un acquis, je pense, dans les pratiques enseignantes. Du coup, je rebondis sur les futurs INSPE, donc les INSPE qui vont se mettre en place. Et j'espère vraiment que cet ancrage aussi avec le pragmatisme et avec ces pédagogies un petit peu innovantes va vraiment faire partie des sujets enseignés pour les futurs enseignants. Merci, Georges-Paul Angevin.
Bonsoir, excusez-nous pour ce retard. On a tenté quand même d'arriver, partir à 17h, mais bon, à cette heure-là, on ne peut jamais prévoir tout à fait les horaires. Donc moi, je dirais d'une part que le ministre nous dit aujourd'hui, écoutez, on va à l'école pour apprendre à lire, écrire, compter. D'accord, mais je pense que dans les années antérieures aussi, chacun convient que l'objectif, quand on envoie un enfant à l'école ou quand on enseigne à un enfant, c'est qu'il puisse acquérir un certain nombre de fondamentaux. Donc là-dessus, pas de difficulté. Le problème que nous avons à résoudre, en fait, pour la finalité de l'école, c'est comment on fait pour pouvoir compenser les écarts qui sont considérables selon les familles, selon le milieu social de l'enfant. Comment on fait pour qu'en gros, les enfants des classes populaires puissent arriver aussi loin et réussir aussi bien que les enfants des classes plus privilégiées. Et ça, nous avons un très bon système scolaire, mais nous avons un système qui effectivement est méritocratique. Et par conséquent, on essaye que les meilleurs aillent le plus loin possible. Et parfois, on laisse un petit peu en cours de route, ou on laisse un petit peu à la traîne, on oublie ceux qui sont finalement un peu en difficulté, ceux qui sont en retard. Or, je pense que si nous avons quelque chose à faire comme priorité, c'est essayer de faire en sorte que ceux qui sont justement en difficulté avec le système, et qui sont souvent les enfants des quartiers populaires, que ces enfants-là puissent avoir un saut qualitatif et véritablement que l'école les aide à avoir un maximum, à aller le plus loin possible. Et ce qui me semble important, c'est, bien entendu, il faut apprendre les disciplines. Par exemple, moi je suis quand même fanatique de l'orthographe et ça m'agace de voir des jeunes qui arrivent comme Bac+12 et qui font des fautes d'orthographe. Donc, apprendre les fondamentaux, c'est extrêmement important. Mais pour qu'un enfant puisse apprendre au mieux, je pense qu'il a besoin surtout d'être mis en confiance dans un contexte bienveillant. Et nous avons encore parfois dans nos écoles l'habitude, peut-être pour essayer de les faire réagir, mais je dirais d'humilier un peu les enfants qui n'arrivent pas bien. Et par conséquent, on a besoin de développer la bienveillance à l'égard des enfants. On a besoin aussi, ça me semble très important, qu'il y ait des liens, qu'il y ait une confiance réciproque entre les parents et les enseignants. Parce que l'enfant a besoin d'une sorte d'unité entre le moment où il est à la maison et le moment où il est à l'école. Si les deux, c'est comme d'ailleurs dans le couple, si le papa fait la guerre à la maman, ça ne peut pas aller. Donc, si les enseignants pensent le plus grand mal des parents et réciproquement, là encore, il manque un continuum qui me semble indispensable pour que les apprentissages se fassent dans de bonnes conditions. Et troisième point qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, l'enfant, il passe au fond la moitié de son année à l'école. Alors c'est sans doute le plus important parce que c'est des apprentissages, mais il y a aussi d'autres personnes qui prennent en charge l'enfant dans le reste de la journée et dans le reste de l'année. Il y a quand même 15 jours de vacances à peu près tous les 2 mois. Il y a un certain nombre d'heures où si les parents le laissent à l'école le matin à 8h, le reprennent à 18h, eh bien il y a une partie du temps où il est en tiers-temps, il est sous la responsabilité des collectivités et par conséquent on a besoin que les collectivités et les enseignants puissent, là encore, s'entendre pour qu'il y ait une sorte de continuité dans la prise en charge de l'enfant. Et c'est un petit peu ce que nous avions essayé de faire avec la modification des rythmes éducatifs. Et on s'était rendu compte à cette occasion qu'il y avait un dialogue très insuffisant entre les enseignants et ce que font les collectivités, alors que de plus en plus, les collectivités ont un rôle éducatif qui me semble pas du tout négligeable. Et dans les ateliers, justement, on dit qu'on ne peut pas faire la même chose de Lille à Dunkerque ou à Tahiti. Eh bien, c'est vrai que les ateliers qui étaient faits sous la responsabilité des collectivités locales avaient ont comme avantage de personnaliser les enseignements donnés aux enfants et de leur permettre un petit peu d'être plus ancrés dans leur terroir. Et je crois que le fait qu'il y ait une sorte de concurrence, voire même de méfiance entre les équipes enseignantes et ceux qui font les cours après, ou les ateliers après, il me semble que ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à surmonter, sinon on ne tire pas le meilleur parti des réformes. Et en plus,
ce qui, me semble-t-il, est extrêmement important, c'est qu'on ait des espèces de structures où ces trois catégories puissent se parler et se comprendre. Si ce n'est pas cela, il me semble qu'il manque quelque chose, même si on a des enseignants extrêmement bien formés, eh bien, il faut que ça s'inscrive dans un continuum. Et malheureusement, pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une priorité. Vincent Léna, quelques mots sur cette première... Oui, alors vraiment quelques mots, parce que moi je ne peux exprimer que des convictions à ce stade, et en tant que militant de la politique de la ville depuis toujours, je me retrouve assez dans ce que dit Georges-Paul Langevin, en disant que pour moi l'éducation, au-delà même de l'école, doit avoir auprès des milieux les plus fragiles, auprès des territoires qui concentrent une forme de pauvreté ou de précarité, doit avoir aussi comme enjeu de combler, de rattraper des inégalités que tout le monde observe, que ce soit les enseignants ou les parents ou les autres éducateurs. Donc je me retrouve assez dans cette vision, mais pas forcément dans les clivages ou dans la manière dont la question a pu être posée ou est posée traditionnellement. Pour moi, par exemple, l'opposition entre acquisition de savoirs fondamentaux, de socle, et développement des compétences d'un enfant derrière l'élève, pour moi, c'est pas une opposition. Moi, je rêve d'une éducation qui, dans une forme de continuum, justement, met la détection et le développement des compétences de chaque enfant au service de l'acquisition des savoirs fondamentaux. Il n'y a pas d'un côté, moi, cette vision sociale où il y aurait d'un côté les enseignants retranchés dans leurs murs, qui feraient tout finalement, malgré les parents, contre un environnement parfois hostile, pour essayer de fourrer de force dans la tête des enfants des savoirs fondamentaux, une forme de socle qui leur permettrait d'avancer dans la carrière scolaire. Moi, je ne me retrouve pas dans cette vision qui va exploser dans les années qui viennent et qui ne correspond plus à la manière dont les enseignants eux-mêmes ont nécessairement une approche individualisée de chaque enfant derrière chaque jeune. Donc je pense qu'il faut retrouver les conditions d'un nouveau deal. Moi, je pourrais appeler ça pompeusement, parce que on y viendra, le programme des cités éducatives essaye d'appuyer les acteurs dans les endroits les plus difficiles. Moi, je rêve d'une société qui s'organise autour des enjeux éducatifs. Il n'y a pas d'un côté ceux qui éduquent et ceux qui regardent. Tout le monde a un rôle pour contribuer à l'éducation, et c'est peut-être là qu'on doit avoir des objectifs encore plus ambitieux et remettre l'éducation au centre finalement de la cohésion sociale et de la manière dont les gens vivent ensemble. Il n'y a pas plus noble qu'un regard de tendresse ou de bienveillance d'un adulte envers un jeune. Il n'y a pas plus fort qu'une continuité telle que l'a décrit Georges-Paul Langevin, quand un enseignant dit la même chose qu'un parent et se respecte mutuellement. On pourrait multiplier ces exemples, et moi je crois que l'éducation, et vous évidemment les villes éducatrices ont ça en partage et depuis toujours, l'éducation c'est pas seulement un objet, c'est pas seulement un outil, me semble-t-il, ce sont des valeurs et des objectifs pour notre société. Donc c'est dire si la question posée était redoutable. Mais vous avez su, les uns les autres déjà, y répondre de façon d'ailleurs intéressante, parce qu'on voit qu'au-delà des sensibilités, comme on dit, ou des clivages, il y a quand même ce qui rassemble les acteurs autour de cette table, et c'est sans doute aussi leur bonne connaissance du système éducatif et leur sensibilité au fait éducatif, qui fait qu'ils sont là ce soir. Et c'est un peu rassurant de voir que sur ces finalités éducatives, on peut se retrouver sur cette question justement de cette perception de l'éducation qui touche non seulement au cognitif, mais aussi au sensible, au social, à l'engagement des enfants. Enfin, donc je pense que vous avez su dans ce petit laps de temps déjà planter les jalons de la suite, parce que la suite c'est deuxième séquence, l'école. On voit bien qu'un des problèmes de l'école et la crise de l'école, c'est que c'est aussi, d'une certaine façon, la fin de l'efficacité d'une certaine forme scolaire traditionnelle. Et la nécessité, c'était tout le débat sur la refondation de l'école, de modifier finalement le fonctionnement de l'école, une école qui est aussi fortement interpellée par le fait qu'elle n'est plus seulement détentrice du savoir, puisque en fait celui-ci est à disposition massive des élèves, mais qu'elle doit repenser son rôle éducatif. Deuxième élément
sur cette question de la crise de l'école, c'est la question de la formation. Sylvie Charrière l'évoquait à travers les INSPE, redoutable défi de la formation. Quand on sait qu'aujourd'hui, en France, des fois, on forme les enseignants en 1 an, alors que les ingénieurs et les médecins sont formés entre 7 à 10 ans, il y a là, peut-être à l'horizon 2030, à repenser une véritable formation professionnalisante. Et puis le troisième élément que je voudrais mettre aussi dans la corbeille, c'est, on en discutait, c'est le problème de l'avenir de l'école publique, avec un débat qui était dans le réseau cet après-midi sur la question de l'impact de la scolarisation de 3 ans, avec la question du financement du privé. Hein, on voit bien qu'on a là un véritable défi qui est lancé au public, avec une mise en concurrence problématique, hein, sur cette question public-privé. Comment vous voyez cette question, et comment poser aussi le problème de la mixité sociale à l'école, hein, puisque un des problèmes aussi aujourd'hui du défi qui est lancé au secteur public et éducatif, c'est la ghettoisation de certaines écoles ou de certains collèges, hein, et la façon dont il faut s'attaquer à cette question de mixité sociale. Donc voilà, je voudrais vous réinterroger là-dessus. Alors peut-être pas forcément dans le même ordre, pour pas toujours, si vous en êtes d'accord. On va commencer, on va commencer par Georges Paul-Langevin peut-être. Alors, nous sommes d'accord sur l'importance de la formation des enseignants, puisque c'est un métier qui est quand même très difficile. Et c'est la raison pour laquelle Vincent Peillon avait remis cette formation, qui avait été plus ou moins supprimée par la période Sarkozy. Mais la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que quand on met toujours à 5 ou 6 ans après le bac le recrutement des enseignants, ça élimine une grande partie de candidats. Dans certaines régions, par exemple à Mayotte ou en Guyane, le nombre le vivier de candidats à bac plus 5 qui pourra devenir enseignant est extrêmement réduit. Donc, moi, ma mère était enseignante et je pense qu'elle devait avoir le bac, même pas. Et c'était une très bonne enseignante parce c'était l'affaire de sa vie, quoi, d'enseigner. Donc, il me semble qu'il faut une formation professionnelle suffisante. Est-ce qu'il faut forcément aller recruter à bac plus 5 ? Je ne suis pas convaincue. Il fut un temps où on commençait avec les IPES, ce qui permettait à des gens qui étaient modestes de se lancer dans la carrière enseignante. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du tout évident. Alors, sur la mixité et l'avenir de l'école publique. C'est vrai que ça, c'est un enjeu, j'allais dire, essentiel pour nous. Et si on veut avoir un pays où il y a une forme de cohésion entre les uns et les autres, et la meilleure manière de le faire, c'est de commencer à ce que les enfants se fréquentent à l'école. Et normalement, c'est le rôle de l'école publique. Bon. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a à la fois des stratégies des parents, qui essayent toujours d'avoir le meilleur pour leurs enfants et donc évitent ceux qui leur semblent moins bien élevés, quoi, qui souvent sont les pauvres. Et vous avez aussi le fait que chacun peut-être veut être dans un milieu philosophique, religieux qui lui convienne, ce qui fait que l'école n'a plus forcément le rôle de ciment de la société qu'elle avait autrefois. Et je trouve que c'est éminemment dommage, parce qu'après, on se plaint d'avoir une société fragmentée, voire communautarisée, puisque maintenant c'est la grande peur du moment. Mais si déjà à l'école, par les stratégies des parents, on divise les enfants, je pense que c'est quelque chose de dangereux à moyen terme pour la société. Par exemple, moi je suis élu de l'arrondissement populaire et dans le 20e. Eh bien, tout le monde sait parfaitement où sont les écoles où il y a beaucoup de pauvres et où sont les écoles où il y a des enfants de bobos. Et par conséquent, à partir du moment où il y a trop de pauvres dans un coin, c'est la fuite massive des parents, ce qui fait que l'école ressemble plus au quartier. Parce que le quartier est relativement mélangé dans le 20e, mais l'école, elle, se retrouve récupérant uniquement... l'école se transforme en ghetto. Et là où vous avez un problème du ghetto, c'est qu'après, ceux qui sont dans le ghetto ne s'en rendent plus compte. Parce que si vous voulez les faire sortir, donc il y avait eu toute une politique qu'avait essayé de mener la ville de Paris l'année dernière pour essayer de remixer les enfants au niveau du collège. Donc ça signifiait que des enfants qui étaient sur les périphériques, là, où il n'y a que des HLM, donc ils étaient uniquement entre enfants très modestes et beaucoup issus de l'immigration. Donc le projet de la mairie de Paris était de les mélanger avec ceux qui sont dans les quartiers, un peu dans les quartiers un peu plus huppés, notamment une bonne école comme le lycée Hélène Boucher. Mais vous aviez, pour ce mixage,
à la fois de réticence des parents bobos, mais vous aviez aussi une incompréhension des parents pauvres qui disaient mais pourquoi c'est nous qui devons partir? Voilà. Donc à partir de là, le projet a été remisé en attendant mieux, alors que arriver à vraiment faire de la mixité, c'est extrêmement important. Pour qu'on fasse bien de la mixité, ça suppose que les écoles privées, elles aussi, rentrent dans le jeu. Et je crois que tant qu'on ne va pas calculer les subventions des écoles privées en prenant en compte leur travail pour améliorer la mixité, je pense qu'on va on va donner des possibilités d'évasion considérables aux familles aisées pour ne pas se mélanger avec les autres, et c'est évidemment éminemment dommage. Et je voudrais simplement aussi rajouter une petite chose, qui est que c'est vrai qu'il faut qu'à l'école, on apprenne le respect mutuel, le fait de pouvoir vivre avec des gens qui ne sont pas comme vous, parce que sinon, c'est mortifère pour notre idéal laïque et républicain. Donc, il ne faut pas qu'après, on vienne apprendre la laïcité aux gens, alors qu'ils ont très bien compris à l'école, au collège, durant un certain temps, que tout le monde fait ce qu'il faut pour les éviter. Parce que ça ne semble pas être quelque chose qui sort véritablement du cœur. Et je pense que ça, avoir une attitude ou avoir des comportements qui ne soient pas raccord avec ce qu'on enseigne aux enfants, ce n'est pas quelque chose qui est très positif. Merci. Sylvie Charrière, sur la même question. Les mêmes questions. Est-ce que je laisse la partie formation à mon collègue sénateur, puisqu'il est... Oh, je vais commencer par la formation des enseignants. Donc, on a mis en place la pré-professionnalisation. Alors, à la fois, bon, donc c'est plus centré sur les académies un peu déficitaires en difficulté de recrutement, type Créteil, puisque c'est une académie que je connais bien. Et honnêtement, je pense que c'est un bon levier pour à la fois arriver à garder dans des territoires où les enseignants ne veulent pas venir travailler des enseignants du cru, et aussi dans une logique un peu de formation -3 + 3. Et c'est-à-dire de monter en puissance du jeune qui commence par être assistant d'éducation, et puis assistant pédagogique, et puis rentrer dans la classe et être à côté de l'enseignant pour voir comment il fonctionne. Déjà, à la fois, ça le conforte dans sa vocation, et puis petit à petit, il monte en compétences. Et par la suite, se dire que une fois qu'il a réussi son examen, on continue à l'accompagner comme un interne en médecine, c'est-à-dire qu'il a encore au moins 2-3 ans pour monter en compétences, donc avoir une formation continue solide. Je pense que c'est pas en 1 an qu'on forme un enseignant. La gestion de classe, c'est compliqué. Résoudre les problématiques de gestion de classe, et puis après pouvoir arriver à prendre du recul pour pouvoir accompagner et regarder sa classe, enfin se regarder un peu pédaler, c'est complexe, ça demande du temps. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur la formation. Donc je pense qu'il faut revoir effectivement le contenu de formation des INSPE, mais il va aussi falloir faire une formation continue beaucoup plus solide, surtout pour les 2-3 premières années, une fois que l'enseignant a pris son poste. Sur l'école, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est important et qu'on a du mal à faire passer dans les pratiques. On a beaucoup d'enseignants qui développent tâtonnent, sont finalement dans une recherche un peu expérimentale sur le terrain et finalement trouvent des solutions qui marchent. Par exemple, sur l'Académie de Rouen, on a tout le projet Motivation qui s'est mis en place, c'est un petit peu une idée qui vient du Québec, qui permet de détecter les signaux faibles de décrochage et d'apporter un tutorat un peu individualisé. Ça ne passe pas les portes de l'Académie de Rouen. Par exemple, on a beaucoup d'enseignants qui se sont lancés dans la pédagogie inversée. C'était le cas dans mon établissement. Et en fait, à aucun moment, on arrive à faire passer, à apporter une recherche expérimentale adossée à ces enseignants pour se dire, ça c'est robuste, ça marche. On le déploie et on l'enseigne dans les INSPE. Donc moi, je pense qu'on a vraiment ce sujet de comment... Parce qu'évidemment, on oppose toujours la liberté pédagogique. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont engagés pour trouver, qui tâtonnent pour trouver des solutions qui marchent avec des élèves qui sont un peu plus en difficulté. Et on a du mal à les faire changer d'échelle. Donc ça, c'est pour moi aussi un sujet. Et puis, par rapport à la ghettoisation, alors... bien évidemment, les fuites vers le privé, après, je pense que les moyens vers le privé sont fléchés, donc on ne dépassera jamais 20% des moyens attribués par l'État vers le privé. Donc on ne va pas ranimer la guerre publique-privée. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Et ça n'a pas de sens. Et je prendrai l'exemple du coup aussi que je connais bien, et que Vincent aussi connaît à travers son expérience de Grigny. Il y a des inspecteurs généraux qui sont venus à un moment auditer les principaux et proviseurs de Clichy-sous-Bois pour comprendre pourquoi, à Clichy-sous-Bois, 50% des jeunes avaient leur baccalauréat, alors qu'à Grigny, on n'était qu'à 25%. Et en fait, la solution, elle est en fait claire, c'est qu'à Clichy, il y a un lycée, alors qu'à Grigny, il n'y en a pas. Donc en fait, les jeunes de Grigny se retrouvent éparpillés dans les lycées alentours et finalement ne sont pas pris en compte dans leurs difficultés et n'ont pas une pédagogie adaptée par rapport à leurs problématiques, se retrouvent peut-être confrontés à des problématiques de codes sociaux qu'ils n'ont pas. Alors qu'à Clichy, les moyens sont concentrés et qu'effectivement, les enseignants savent comment entrer dans l'activité avec les jeunes, mettre en place des politiques compensatoires, des doubles, enfin voilà, ont des portes d'entrée spécifiques pour un public qu'ils connaissent bien. Donc, après, moi, je pense que de toute manière, on est dans une problématique qui nous dépasse, c'est un lapsus quand même révélateur. Je pense que c'est vraiment une problématique de politique de la ville de manière plus globale. Tant qu'on aura des quartiers, des concentrations de population en difficulté, qui justement, on n'aura pas cette mixité, mais cette mixité, on ne peut pas la forcer. Quand on revoit une carte scolaire et qu'on force des personnes à venir, à changer d'établissement, ce qui par exemple a été le cas dans une ville de Seine-Saint-Denis que je connais bien, effectivement, tous les personnes, enfin, il y a eu une fuite vers le privé. C'est une façon de ne pas faire sens. Je pense qu'on ne peut pas forcer la mixité. Par contre, on peut, au sein d'un territoire, par contre, de manière plus globale, je pense qu'effectivement, et ça c'est un des sujets aussi que je porte par rapport à cette Seine-Saint-Denis qui a du mal à faire réussir ces jeunes, je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus vaste qui nous dépasse et qui doit être pris en compte sur la répartition des difficultés sur les territoires pour que justement on ait une dynamique un peu plus positive par rapport aux jeunes. Merci beaucoup. Max Brisson, alors, quelle école à l'horizon 2030 ? Je voudrais faire un petit peu de hors-sujet, ce que j'avais du mal à tolérer quand j'étais prof. Et donc revenir un peu à la question précédente concernant ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'individualisation des parcours, mais après je vais répondre à vos questions. On est toujours à mi-chemin. On a mis en place des cycles, on a essayé de ne pas rentrer dans une opposition de connaissances et compétences qui n'a aucun sens, ou alors il faut bien qu'on s'entende sur le mot de compétence. Résoudre une équation du second degré, c'est une compétence qui nécessite des connaissances. Donc opposer cela est absurde. Mais on a maintenu la sacro-sainte notation sur 20 au DNB, au brevet des collèges. Sauf qu'une notation, une moyenne, cela camoufle des compétences qui ne sont pas acquises. Voilà, quand on a 10 de moyenne, on peut avoir 16 et 4. Et on va traîner une compétence non acquise durant toute sa scolarité. Donc si on veut rentrer dans la logique des compétences et des cycles, il faut à un moment avoir le courage de dire que la notation sur 20, elle est totalement incompatible avec cette entrée dans une approche par cycle qui permet à chaque élève d'acquérir la compétence et les connaissances nécessaires pour maîtriser la compétence dans le temps qui est le sien. Donc vous êtes en plein dans le sujet, puisque la question de l'évaluation est une question... J'avais l'impression que mon hors-sujet était sur les marges. Parce que je pense en effet que par rapport aux élèves en difficulté, que l'on peut trouver dans certains territoires, pas qu'urbains d'ailleurs, il y a aussi dans les zones rurales enclavées, précarité, pauvreté, échec scolaire, décrochage. Cela passe, de mon point de vue, par une approche plus individualisée des parcours qui permettent aux élèves d'acquérir les compétences au rythme qui est le leur, avec bien sûr un accompagnement et pas mal peut-être d'expérimentation. J'en dirai 2 mots dans un instant. Après, je vais revenir à votre intervention qui a lancé cette seconde partie du débat. Vous avez parlé d'école en crise. Et si on arrêtait de toujours dire que l'école va mal et que l'école est en crise? Vous savez, dans certains quartiers
de nos villes, de nos métropoles ou dans certaines vallées éloignées de nos montagnes, le dernier service public qui demeure, c'est l'école. Et si on louait de temps en temps un petit peu l'école, et si on pensait un peu que quand on utilise des vocabulaires aussi, excusez-moi, monsieur Bisbach, aussi rudes, on fait du mal aux profs. Voilà. Et moi, j'aimerais bien de temps en temps que le ministre de l'Éducation nationale il soutienne ses profs, comme d'autres ministres systématiquement soutiennent leurs fonctionnaires. Parce qu'ils ont aussi besoin d'être soutenus. Oui, l'école est en crise, je veux bien. Oui, on recule dans certains classements internationaux sur lesquels on peut aussi avoir un peu d'analyse critique. On n'est pas obligé de les prendre comme cela. Et donc, moi, je pense aussi que l'école, il y a aussi énormément de choses qui fonctionnent. Et si de temps en temps on le disait, ça ne ferait pas de mal. Quels sont alors les enjeux pour cette école par rapport aux questions que vous avez posées? Sur la formation, je rejoins ce qui a été dit par Sylvie Charrière. J'ai un point de divergence avec vous. Je ne souhaite pas qu'on remette en cause la masterisation, en tous les cas, que les professeurs soient formés au niveau master. Après, on peut avoir du temps pour arriver au master. Ça peut être un but. Parce qu'il faut, je crois, que les professeurs, dans notre société, si on veut parler d'attractivité du métier, si on veut évoquer le fait aussi que ce qui montre que ce métier est attractif et que l'école n'est pas autant en crise qu'on le dit, que des architectes ou des ingénieurs veulent devenir professeurs et qu'on en retrouve aujourd'hui dans les SP ou les SP en nombre de plus en plus important. Ce qui montre d'ailleurs les limites de la crise de l'école et de l'attractivité du métier d'enseignant. Donc je pense qu'il faut rester à cette exigence du master. Après, on peut y entrer progressivement. Donc moi, je crois à la pré-professionnalisation, au pré-recrutement. Je crois surtout que c'est un métier difficile qui s'apprend, comme tu l'as fort bien dit, progressivement sur le temps long. Qu'il faut explorer les voies du pré-recrutement en condition, bien entendu, que ça ne soit pas un moyen d'envoyer de jeunes étudiants au casse-pipe pour boucher des trous et régler les problèmes d'absentéisme ou les problèmes de non-remplacement. Bon, ça a pu être évoqué par les organisations syndicales, mais j'aurais tendance là à faire confiance au ministre et à l'institution et de voir comment le pré-recrutement peut se développer, comment des étudiants peuvent mesurer qu'ils sont faits pour ce métier, qui sortiront des représentations qu'ils en ont, pour en connaître les réalités. Donc je pense que le pré-recrutement est nécessaire. Moi, j'ai eu la chance d'être la dernière année des IPCiens. La dernière année. Alors, on avait une vie étudiante extraordinaire parce qu'on était bien payés. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travers le pré-recrutement qui permet d'entrer progressivement et d'éviter la découverte d'un métier pour lequel on n'est pas fait. Ensuite, il y a le continuum avec la formation continue. Et donc, il y a une formation continue qui doit être obligatoire dans les premières années, dans le continuum, ce qui pose d'ailleurs toutes les questions de gestion des ressources humaines, parce qu'on est quand même c'est un drôle de système où on va faire ses études ici, éventuellement sa formation initiale là, et on sera nommé à l'autre bout de la France. Donc il y a déjà des ruptures tout simplement matérielles par la gestion des ressources humaines, qui fait que le continuum entre la formation initiale et la formation continue est extrêmement compliqué. Or, pour moi, c'est la clé. Il est illusoire, je suis d'accord avec toi, de penser qu'en 1 ou 2 ans, on apprend ce métier très complexe. On l'apprend par une mise en cohérence de la formation théorique, de la formation pratique, par un calendrier qui soit bien accordé entre formation théorique et formation pratique, par des allers-retours permanents entre la formation théorique et la formation pratique. Donc ça nécessite de la stabilité, y compris de la stabilité de lieu, là où on est formé. Donc je pense qu'il y a un chantier en la matière, qu'il y a quelques pistes dans le projet, dans la loi pour l'école de la confiance. On verra bien comment ils seront mis en œuvre par le ministre. Sur la mixité et l'école publique, et j'ai dit tout à l'heure très volontairement mon attachement à l'école publique. Après, je pense que le rapport 80-20, que tu fais allusion, est un rapport hérité, qu'on a suffisamment de sources de querelles dans ce pays sans aller en ouvrir de nouvelles. Et le financement des écoles privées répond à des règles extrêmement strictes. En revanche, j'en parlais avec votre président tout à l'heure, il est possible quand même que, y compris au Sénat, encore qu'on avait mis en place des mécanismes qui pouvaient être intéressants, mais qui n'ont pas survécu au jeu
de la commission mixte paritaire, parce qu'il était de bonne responsabilité d'arriver à un accord de manière à ce que la loi Blanquer puisse entrer en application au moins partiellement dès la rentrée. Et donc sur la question des compensations par rapport aux maternelles privées, il y a un vrai problème qui mérite d'être abordé, qui mérite d'être traité, que le Sénat avait essayé de traiter, mais de manière qui n'était peut-être pas, on est enregistré, tant pis, mais qui n'était peut-être pas très constitutionnel, qui aurait en tous les cas eu du mal à résister à l'impitoyable sanction, mais il est fait pour ça, du Conseil constitutionnel, parce que malheureusement, je crains que les textes étaient du côté du ministre et qu'une commune s'engageant, même à faible somme, dans le financement d'une école privée, je m'éloigne un peu de notre sujet, mais je veux purger la question parce que je sais que vous avez des débats et moi je serai très attentif à cela, parce qu'en effet, si ça met certaines communes en difficulté pour financer leurs écoles publiques, là, pour le coup, on aura fait un sale coup à l'école publique. Et là, pour le coup, dans le travail législateur qui a été le nôtre, on sera passé à côté de quelque chose qui pourrait être... Et je vois arriver des chiffres, on a parlé au Sénat récemment en effet de la commune de Brest. Si les chiffres qui sont annoncés par la ville de Brest sont ceux-là, il y a problème. Et le Parlement, qui est là aussi pour contrôler la mise en œuvre de la loi, pourra à nouveau se saisir de la question et peut-être de retravailler la question avec le ministre, parce qu'en effet, de mon point de vue, en tous les cas, moi, quand j'ai voté la loi Blanquer, jamais je n'ai imaginé que ça pouvait être de près ou de loin un outil contre l'école publique. Je suis attaché, moi aussi, à cet équilibre qu'on a trouvé. Sur la mixité, je suis un peu long, il faut me couper. Non, parce qu'au Sénat, il y a, comme à l'Assemblée, il y a des temps chrono. Sur la mixité, bien sûr, on ne peut pas toujours demander à l'école de réparer des politiques qu'elle subit. Moi, je pense que tout tient à la liberté et à l'expérimentation que l'on permet. Un collège qui fonctionne bien, l'évitement se réduit, l'évitement s'affaiblit. Donc, bien sûr, il y a des moyens, mais il y a une vraie réflexion sur l'allocation des moyens sur l'éducation prioritaire, mais il y a surtout la formation dans les territoires d'éducation prioritaire, et il y a très certainement la capacité de soutenir des expérimentations pédagogiques qui fait que finalement on n'évitera pas le collège, parce que c'est là qu'on y fait du bon travail. Ça peut exister, et ça existe dans la réalité des quartiers ou des zones rurales. C'était trop long. Merci beaucoup. Vincent, Léna, Trois mots, mais c'est quand même une question fondamentale qui nous est posée, surtout si on a en toile de fond un tableau qui, en une décennie, peut prendre, si on n'y prend pas garde, des couleurs assez alarmantes. Si on se place dans cette perspective de l'éducation et de l'école en 2030, il va se passer des choses, si on n'est pas attentif, qui peuvent profondément, c'est ma conviction, déstabiliser l'école publique et la manière dont elle peut structurer nos territoires. Imaginez ce que peut donner l'open data, ce que peuvent donner les réseaux sociaux, les systèmes de notation, qui aujourd'hui déjà sont très présents, pour le pire, parfois pour le meilleur. Quand on parle du lycée Alfred Nobel à Clichy, qui devient le meilleur lycée de France parce que, quelque part, c'est celui qui apporte le plus de plus-value par rapport aux trajectoires sociales des enfants, ça, c'est quelque chose de formidable. Mais quand vous avez, à travers les réseaux sociaux, une sorte de véritable bashing, parfois, sur des établissements scolaires qui peuvent accélérer leur stigmatisation, voire leur ghettoisation, imaginez, ça existe déjà aujourd'hui. Imaginez ce que ça peut être dans 5 ou dans 10 ans. C'est le paysage qui nous attend. Imaginez les ressources en termes de formation qui existent aujourd'hui sur Internet, en libre disposition. Imaginez l'offre privée d'accompagnement des familles qui en ont les moyens, qui peut-être demain pourraient se passer de l'école publique. Donc il faut se projeter dans ce paysage qui n'est pas seulement le paysage du marché de l'éducation, mais qui est aussi le paysage de la peur.
dans les territoires, on voit que naturellement, les sociétés se structurent en fonction d'une forme de paysage de la peur. On cherche toujours à se protéger, à protéger les nôtres. Et c'est ça qui se passe. À Grigny, ville à laquelle faisait allusion à Sylvie, dans les 3 collèges de la ville, 3 collèges REP+, il n'y avait plus que 50% des enfants du quartier qui étaient scolarisés. Donc l'école publique dans ces quartiers est doublement ségrégée, puisque c'est à la fois des quartiers qui, par nature, sont très pauvres et concentrent des familles précaires, en grande difficulté, mais ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas la stratégie à disposition pour éviter le système public du quartier, parfois pour se scolariser dans le public ailleurs, se retrouvent dans un système où les pauvres s'éduquent avec les pauvres. Et on sait très bien que la diversité, ce n'est pas seulement un objectif social essentiel à notre cohésion, mais c'est aussi, vous l'avez dit avec des mots plus puissants, c'est aussi la recette qui marche pour l'éducation. C'est quand les enfants connaissent la différence et savent se respecter qu'ils apprennent l'autre et qu'ils apprennent l'intelligence du comportement avec l'autre. Donc c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Sylvie a parfaitement raison de dire que la mixité sociale, ça ne se décrète pas, mais ne lâchons jamais cet objectif qui n'est pas seulement l'objectif de l'école, mais qui est l'objectif des pouvoirs publics. On y viendra sur la question des territoires. Mais disons-nous aussi que cette mixité et cette géographie de la peur va obliger, je pense, sous la pression du terrain, on en parlera peut-être avec des élus, l'école publique à s'organiser différemment, à communiquer d'abord plus facilement avec son environnement, peut-être à s'appuyer sur des ressources qui existent, à accélérer les mutations professionnelles effectivement du métier d'enseignant pour qu'elle devienne et qu'elle propose elle-même un projet attractif. Moi, j'y crois beaucoup, vous avez raison, monsieur le sénateur, quand un collège a la chance d'avoir un projet fort avec des équipes soudées qui s'appuient sur des ressources extérieures, il regagne, même parfois très stigmatisé, il regagne des élèves, il regagne de l'attractivité auprès des familles. Donc ça doit être possible. Tout à l'heure, j'étais à Mantes-la-Jolie et au Mureau. Il y a un projet que je trouve personnellement fascinant, qui est un projet porté par Jérôme Saltet, le patron de Playback. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le collège du futur ». Et il a obtenu les feux verts pour le développer à Mantes-la-Jolie. Un collège, très rapidement, un collège sans niveau, sans classe, où on s'appuie effectivement sur les compétences. On dit, voilà, il y a un certain nombre de compétences à obtenir, et les élèves, à leur rythme, avec des groupes sur mesure, avec des enseignants qui savent travailler en équipe, on les amène en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas le diplôme au bout, c'est l'acquisition d'un projet absolument fascinant. Eh bien, figurez-vous que moi, c'est un truc incroyable, il y avait des parents qui venaient me voir, ils avaient vaguement repéré un type avec une cravate, donc peut-être un décideur. Il disait, est-ce que vous pourriez parler de moi au maire pour que mon gamin s'inscrive dans ce collège du futur? Donc les familles, elles veulent le meilleur pour leurs enfants, c'est évident. Si on arrive à faire la preuve, et c'est même un choix décisif, moi je le remarque avec les équipes du renouvellement urbain qui pendant des années et des années ont fait du logement et repeint des cages d'escalier, etc. Aujourd'hui, ils ont l'air de redécouvrir que l'attractivité des écoles ou des équipements éducatifs dans un quartier, ça compte aussi énormément pour les parents. Ils sont même prêts à la limite à avoir un logement plus petit si ils pensent qu'on va mieux réussir dans l'école de ce quartier-là. Donc je pense que c'est un enjeu très fort. Il faut avoir conscience qu'il y a des mutations très fortes qui sont à l'œuvre dans notre société, et je pense que c'est très mobilisateur d'être aux côtés de notre école publique pour l'aider à faire ce grand saut dans l'avenir qui va rendre, moi c'est ma conviction, le métier encore plus passionnant, parce qu'on sera plus seul face à sa classe et face à cette angoisse existentielle. Comment je vais sauver tant de mômes dans ma classe? Je suis tout seul face à ça, et c'est quelque chose de terrible. Et je pense que demain, c'est aussi ça le secret, peut-être pour attirer des jeunes dans ce magnifique métier. Et même si c'est long, la formation, c'est bien aussi d'avoir de la jeunesse et de l'enthousiasme et de la créativité dans ce métier. Je pense que c'est ça qui redonnera aussi ses lettres de noblesse à l'école publique, mais pas toute seule.
Merci Vincent, merci à tous, parce que dans non pas ce marathon, mais cette espèce de course de vitesse dans laquelle nous sommes lancés, vous avez su parfaitement répondre, y compris en ne vous laissant pas enfermer dans le strict cadre des questions que j'ai posées, parce que mon idée était quand même d'arriver à faire sortir un certain nombre de choses, et merci d'avoir rappelé la nécessité du lien avec la recherche, enfin, la façon dont on accompagne les équipes dans les expérimentations, etc. Chère Sylvie, merci d'avoir rappelé aussi la question d'évaluation. Hein. Je l'avais noté comme élément, mais je me suis dit, oulala, si j'aborde aussi cette question-là, donc Max Brisson l'a fait avec le brio qu'on lui connaît, donc, et c'est pointé comme un des éléments importants sur lequel il faut aussi que les choses évoluent dans l'école d'ici 2030. Dernière séquence, donc, puisque le temps nous est compté, on a parlé des finalités, on a parlé de l'éducation, mais on a beaucoup parlé de l'école dans ces finalités, on a parlé de l'école, mais on sait bien qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est aussi, ça se joue aussi en dehors de l'école. Hein, et qu'un des éléments importants, c'est les alliances qui peuvent se nouer sur les territoires. Max Brisson aussi l'évoquait, on voit bien que la montée en puissance des collectivités territoriales avec la décentralisation, hein, et le fait qu'elles s'emparent du fait éducatif de façon assez inégale d'un endroit à un autre, mais la nécessité aussi de pouvoir adapter les politiques aux ressources, aux besoins et aux questions du territoire est une question majeure. Il y a eu des avancées déjà à travers les PEDT, même si modestes soient-elles, avec un inconvénient sur les PEDT, c'est qu'elles étaient souvent axées sur le poste et périscolaire. L'école n'était pas vraiment complètement partie prenante de la démarche dans de nombreux cas. Donc aujourd'hui, comment penser cette alliance des territoires? Comment penser cette relation entre collectivités, éducation nationale, mais aussi les associations, les familles, hein, on évoquait, et les jeunes qui doivent aussi être considérés comme des acteurs à part entière. Donc là, je vous propose peut-être qu'on inverse un peu la démarche, c'est-à-dire qu'on va partir de quelque chose qui, pour moi, incarne peut-être, et vous allez voir si vous en êtes d'accord, et comment on peut aussi appuyer cette démarche, c'est la question des cités éducatives, qui me semble, alors en milieu urbain, hein, mais ça n'enlève rien aussi à la nécessité de travailler sur des projets éducatifs dans les territoires plus ruraux, mais peut-être voir en quoi les cités éducatives peuvent-elles être un élément aussi de projection positive pour cet horizon 2030. Alors, je vais demander à Vincent Léna peut-être déjà d'introduire le sujet, et puis ensuite... C'est peut-être plutôt moi qui vais l'introduire, bah, du coup, je lui passerai le micro. D'accord, bien sûr. Donc, en fait, je pense qu'il faut partir d'un constat, c'est que l'école ne peut pas tout toute seule. Et une fois qu'on a dit ça, on a dit déjà beaucoup de choses. Et moi, je parlerai un peu de mon expérience personnelle. Donc, dans des réunions de chefs d'établissement, je rencontre une collègue qui me dit « Est-ce que tu connais Télémac ?» Je dis « Non, c'est quoi Télémac ?» Eh ben, en fait, c'est une association qui met en place du mentorat pour des jeunes dans des quartiers prioritaires et qui, du coup, leur nomme un parrain qui est dans une entreprise. Ce parrain rencontre la famille, travaille avec la famille, propose des sorties, cherche un stage intéressant en troisième pour le jeune. Et cette association accompagne le jeune jusqu'au bac. Et c'est des jeunes, effectivement, qui... avec un certain potentiel. Et donc, si je ne rencontre pas cette collègue, je ne connais pas cette association. Et en fait, du coup, on a beaucoup, maintenant, avec ma fonction de député, j'ai rencontré beaucoup d'associations, surtout, du coup, avec cette belle rencontre que j'ai faite avec Vincent Léna, puisqu'on est complètement unis sur ce projet de cité éducative. Et je me rends compte que l'éducation nationale, par exemple la Ligue de l'enseignement, subventionne énormément d'associations. Et moi, en tant que chef d'établissement, jamais on m'a dit, Madame Charrière, voilà un annuaire des associations, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elles vont vous apporter une plus-value par rapport à votre diagnostic, les difficultés que rencontrent vos jeunes. Allez-y. Ça n'existe pas. C'est pas dans la culture, c'est pas dans la formation des chefs d'établissement de se dire, alors de collège, de se dire, vous avez un territoire autour de vous qui peut vous apporter un soutien, une plus-value, ne serait-ce que sur l'aide aux devoirs ou alors sur d'autres dimensions. Par exemple, moi j'avais un groupe de jeunes de 6e, je suis un peu dans l'anecdote, mais qui en fait passaient leur vie sur les terrains de foot. Donc ils rentraient, ils jetaient le sac et ils partaient tout de suite jouer au foot. Et en fait, on a essayé de mettre en place une classe foot en s'appuyant avec le club, recrutement en CM2, et on a essayé de travailler avec ce club pour dire, moi je donne un assistant d'éducation qui ira carrément dans les tribunes après l'entraînement, mais du coup, si le jeune ne joue pas le jeu, travaille pas et ça s'investit pas, on se servait un peu du foot comme une carotte, mais je pense que, et du coup, cette ouverture sur le territoire, elle a plein de dimensions possibles, et c'est ce que je pense Vincent va expliquer sur les cités éducatives. Vraiment,
vraiment cette ambition de se dire, dès la naissance et jusqu'à l'insertion, il faut que l'école s'articule avec son territoire, et quand le territoire ne lui offre pas de ressources sur certaines thématiques, aller les chercher dans des associations plus robustes, plus reconnues, qui ont une portée un peu plus nationale. Et vraiment, je crois que cette dynamique, et moi, pour avoir plus travaillé sur l'aspect 16-18 ans, puisque je vais rendre un rapport à ce sujet-là sur la formation obligatoire des 16-18 ans, on voit bien que l'articulation éducation nationale, mission locale, elle va être essentielle pour qu'on ait une continuité et que les jeunes qui décrochent dès le collège puissent trouver des points d'appui grâce aux centres sociaux, grâce à la MLDS évidemment, mais aussi peut-être avec le tissu extérieur et avec aussi la volonté d'aller récupérer les jeunes quand ils ont vraiment décroché et qu'ils ont renoncé à l'école, grâce à des clubs sportifs, grâce à des points info jeunesse. En fait, l'idée, c'est de vraiment, cette alliance permettre de créer une dynamique vertueuse et de remettre en selle les jeunes quand ils se sont un peu perdus. Alors, merci d'avoir réparé un impair, parce que je n'oublie pas que vous êtes très, Vincent Monena m'en a parlé, que vous étiez très impliqué sur ce dossier et que vous présidez d'ailleurs la commission, le comité d'évaluation qui sera installé d'ailleurs la semaine prochaine et où on retrouvera très naturellement le réseau français des villes éducatrices. D'ailleurs, ça me permet, si vous me le permettez, de m'acquitter d'une dette morale. Je l'ai déjà fait auprès de Damien ou d'autres amis, Daniel Valero. Ce programme des cités éducatives doit beaucoup au réseau français des villes éducatrices. Et donc, c'est l'occasion de le dire publiquement. Il y a des choses dans l'article qui évoque d'ailleurs la première fois cette notion de cité éducative qui est parue dans l'excellente revue Diversité. Je vois Régis Guillon qui est là à la fin 2017, évoque ouvertement, c'est la première fois qu'on dit des cités éducatives pour arrimer les cités à la République, on cite explicitement la charte de Barcelone, des thématiques aussi importantes que vous avez réussi à imposer dans le débat, comme l'idée des facteurs de contre-éducation, c'est-à-dire pas seulement de regarder la continuité éducative, mais voir comment dans une ville, il y a autant d'obstacles sur le parcours éducatif d'un enfant et d'un jeune, et que parfois réduire ces obstacles, ces contradictions, comme le disait Georges-Paul Langevin, ça contribue à créer une sorte d'écosystème plus favorable à l'idée de faire grandir nos enfants à l'image du village africain. Donc je m'acquitte publiquement de cette dette en vous remerciant de porter aussi fort ces enjeux de la ville qui éduque, de la ville qui fait grandir, de la ville qui se met à hauteur des enfants. Et le combat, il est devant nous, et ce programme des cités éducatives est une opportunité, et tous les élus qui ont eu la chance d'être déjà dans le premier cercle, rassurez-vous, je pense que si on fait la preuve que c'est efficace, on pourra très largement diffuser la méthode de la cité éducative que finalement vous avez vous-même expérimenté, comme M. Jourdain fait de la prose. Voilà. Deuxième dette morale, le programme des cités éducatives, ce n'est pas quelque chose que les ministres ont sorti de leur chapeau, ou même Jean-Louis Borloo. Moi, je suis très respectueux et je dis aussi publiquement que des programmes comme ça existent quand il y a de la volonté politique, et je suis obligé de reconnaître qu'il y aura des moyens importants qui vont être consacrés à ce programme, que le ministre de l'Éducation nationale s'y intéresse de près, vraiment de très près, y compris sur la manière dont le système éducatif peut s'organiser dans les territoires. Donc il faut une volonté politique. Mais la volonté politique, c'est aussi celle que les territoires expriment, et que tous ceux à qui on a proposé, ils étaient même très très nombreux, ont rebondi en disant « mais ça nous intéresse parce que nous, on fait déjà beaucoup de choses en matière d'éducation ». Quand on entend parler au niveau national du budget de l'éducation nationale, on oublie parfois que des communes consacrent le quart, parfois le tiers de leur budget à l'éducation, et que les communes concernées qui ont des quartiers en politique de la ville ont souvent même proportionnellement plus d'enfants
que les autres et que jamais, dans le système de nos finances publiques, on ne tient compte de cette espèce de surcoût qui est à la charge des communes concernées, à qui finalement la nation confie l'éducation des enfants, y compris des quartiers les plus populaires. Donc les cités éducatives, je ne vais pas être très long là-dessus, mais il essaye de répondre à ces enjeux, ceux qu'on a évoqués, c'est-à-dire deux enjeux principaux, pour être très très bref, très ramassé. Premièrement, organiser l'écosystème éducatif en travaillant enfin en confiance sur des bases claires avec l'éducation nationale. C'est le grand sujet, évidemment, depuis l'invention des ZEP, l'été 81. Comment est-ce qu'on articule l'école avec son territoire? Et on n'a jamais finalement complètement trouvé la réponse. La cité éducative, dans le cœur du réacteur, embarque l'éducation nationale. Donc ça, c'est le premier sujet. Comment on organise mieux l'écosystème? Comment il y a un pilotage? Comment ces continuités avec des dizaines et des dizaines d'acteurs s'organisent concrètement? Comment est-ce qu'on construit ça? C'est le premier objet des cités éducatives. Le deuxième objet des cités éducatives, c'est finalement de mettre en débat le sujet de l'éducation. C'est peut-être ça aussi l'autre plus-value forte de ce programme, c'est que ce n'est pas un dispositif, ce n'est pas des moyens, même s'il y a des moyens qui sont importants, c'est avant tout une sorte d'état d'esprit, une sorte de démarche, une sorte de grande cause qui fait que dans un quartier et autour de ce quartier, avec ses villes, son agglomération, on essaye de faire avancer cette cause de l'éducation. Voilà, c'est ça, c'est la dimension citoyenne, on ne craint pas de parler avec les parents, de parler avec les acteurs des quartiers associatifs, les citoyens, la manière même dont on regarde les jeunes dans un quartier. C'est un sujet évidemment de grande préoccupation pour les quartiers concernés. Donc si on part avec l'éducation nationale sur des bases claires, d'une part, en travaillant avec les communes, le tissu des éducateurs, y compris les travailleurs sociaux, et que par ailleurs, on trouve le moyen d'embarquer finalement tout le corps social, tous les acteurs, tous les adultes même, qu'on arrive à concocter ces alliances éducatives qui permettent à tout moment de provoquer les déclics ou les continuités qui vont faire que les jeunes vont grandir et s'épanouir et peut-être demain sortir du quartier, en tout cas se projeter dans un champ des possibles qui aujourd'hui est parfois réduit. Voilà, c'est ça qu'on aura gagné à travers la cité éducative. Et donc ça prendra des formes très différentes d'un endroit à un autre. C'est ça qui est absolument passionnant en fonction de l'histoire des villes, en fonction de leurs acteurs, en fonction de leurs priorités. Et c'est de tout ça dont on va faire un vaste laboratoire avec Sylvie, à marche forcée, et on fait travailler les gens, et c'est enthousiasmant en même temps, parce qu'on a, je pense, 2 ans, 3 ans, pour faire la preuve que c'est la bonne méthode, et que sur cette base, on peut proposer des solutions à beaucoup d'autres territoires. Merci Vincent. Max Brisson, je me suis engagé vis-à-vis de vous pour pouvoir vous libérer à 20h, puisque vous avez un avion à prendre. Donc à la fois votre réaction sur ces questions éducation, territoire, alliance éducative, cité éducative, et puis si vous avez eu 1 ou 2 points sur lesquels vous souhaiteriez aussi nous dire quelque chose avant de nous quitter, c'est les bienvenus. J'ai bien sûr beaucoup moins de connaissances des cités éducatives que mes 2 voisins. Je suis rentré à Grigny avec la mission du Sénat qui travaillait sur les territoires de l'école. Et je souhaite plein succès à cette expérimentation et son développement. J'ai quelques doutes organisationnels, non pas sur la réussite des cités éducatives, parce que quand on a un regard politique fort sur tel ou tel territoire et que l'on veut réussir des expérimentations, on y parvient. Je n'ai pas de doute et j'ai été très impressionné, par exemple, de mon échange avec le maire de Grigny. En revanche, moi je pense que l'école telle qu'elle est organisée aura des difficultés à rentrer dans ce partenariat. 2-3 petites réflexions. D'abord, il y a une méfiance historique à faire tomber des 2 côtés. De toutes les grandes administrations de l'État, c'est certainement celle, j'ai travaillé moi dans mon territoire, à beaucoup de politiques prospectives et territoriales. Les conseils de développement sont nés d'expérimentations au Pays Basque dans les années 90. Le terme même a été inventé au Pays Basque. Donc je sais ce qu'est une démarche partenariale, prospective sur un territoire. Je n'y ai jamais vu l'éducation nationale.
J'y ai vu toutes les autres administrations de l'État, à part l'armée et la gendarmerie ou la police nationale, mais pas non plus l'éducation nationale. Parce qu'il y a une sorte de culture, parfois un peu de l'archipel blanc, comme on disait en Union soviétique, en parlant de l'armée soviétique. D'autre part, il y a aussi chez les élus, et à partir des élus ruraux, beaucoup de réticence. On continue à baisser la tête devant l'inspecteur d'académie, beaucoup plus que tous les autres fonctionnaires de l'État. Donc il y a une culture de la séparation qui est, à mon avis, à surpasser. On peut y arriver. Et on voit très bien dans les conseils municipaux, les élus qui s'occupent d'éducation sont quelques élus très spécialisés. On voit très bien au Parlement, ce n'est pas les débats qui remplissent l'hémicycle le plus facilement. Voilà, il y a quelques élus spécialisés, mais quand on parle de, je sais pas moi, des questions concernant les collectivités territoriales, croyez-moi, il y a davantage de présence dans l'hémicycle. Moi, voilà, alors c'est peut-être au Sénat, ou c'est peut-être l'ancien monde, sauf que l'ancien monde, il est encore dans les conseils municipaux. Bah, je pense qu'il y a... Oui, je n'en doute pas. Bon, moi, je pense quand même qu'on peut être d'accord sur le constat, Sylvie, qu'il y a quand même... C'est pas l'administration qui... Voilà, est le plus dans le partenariat. Voilà, je pense que ça, c'est un constat sur lequel on peut être d'accord. Deuxièmement, il y a l'organisation même. Enfin, regardez les choses. Ceux qui, au quotidien, dirigent les agents du département et des régions dans les collèges et dans les lycées sont encore des fonctionnaires de l'État. C'est un système après test, que je ne vais pas arriver à le dire, qui a été construit, là, par la décentralisation Raffarin. Bon, je veux dire, on est quand même dans un système où les collectivités sont quand même priées de rester à la porte. Moi, j'étais conseiller régional, j'avais un président du conseil régional qui résumait cela très bien, et il disait, finalement, je suis hôtelier et restaurateur. Et guère davantage. Et on ne m'invite pas à aller au-delà. Je crois qu'il faut qu'on sorte de cela, et ce n'est pas si facile que cela, d'autant plus que... Donc, moi, ce partenariat sur l'organisation, ça pose par exemple la question de l'organisation de l'école primaire. L'école primaire, ce n'est pas un EPLE. Est-ce qu'un jour, on va peut-être, sur des territoires, décider de voir comment on organise l'école? L'école à Orly, elle est certainement très différente à organiser avec l'école en Vallée d'Aspe. Par ailleurs, les collectivités territoriales ont bougé. Les intercommunalités, ça existe. Et on est toujours, finalement, sur une organisation, alors là, très ancien monde. L'école, la commune, le collège, le département, ça remet quasiment à la Troisième République. Or, depuis, quand même, l'organisation politique, administrative de notre pays, elle a beaucoup bougé. Est-ce qu'on a réfléchi à la manière dont on organise cette école de manière différenciée par rapport à l'organisation des collectivités territoriales, si on veut permettre d'aller au-delà d'expérimentations qui seront, j'en suis sûr, réussies. Mais le problème, puisque je faisais une comparaison avec l'Union soviétique, c'est dans le système du Gosplan, quand on passait des expérimentations réussies en 1965 jusqu'à la généralisation, on se cassait la gueule avec la réforme Lieberman. Donc on est bien là dans la vraie question, je crois, de l'organisation. Donc moi je crois très fortement, je le disais en introduction, je crois qu'on pourrait aussi explorer, on ne sera pas d'accord autour de cette table obligatoirement, les voies d'une nouvelle décentralisation en matière d'éducation et de confier des responsabilités, par exemple aux régions. Le président de ma région est bien connu pour son appétence, par exemple, sur la voie professionnelle. On peut ne pas être d'accord, ma chère collègue. Je crois qu'il appartient à la même formation politique que vous. Je pense qu'en tout cas, et poser la question d'un nouvel acte de décentralisation et poser la question d'un nouvel acte de déconcentration. Et si on décentralise, il faut donner aussi des compétences aux différents échelons du ministère de l'Éducation nationale pour construire ces partenariats
et permettre aussi d'être dans la différenciation. Parce qu'on ne pourra pas organiser ces partenariats de la même manière partout. Mais quand au Sénat, nous avons posé à Mme Gouraud la question de la différenciation dans le champ de l'éducation, elle a dit « Ah non, surtout pas l'éducation ». Or, je crois, puisque si on est sur différenciation, déconcentration et décentralisation avec le projet de loi du gouvernement porté par Mme Gouraud, il faut aussi qu'on pose la question de la manière dont l'école pense sa politique territoriale, territorialise ses politiques éducatives. Je pense que l'école a un agenda territorial à mettre sur la table pour assurer ce partenariat ensuite avec les collectivités, parce que l'école sera alors là confrontée à la diversité de l'organisation des collectivités, des problématiques et des approches. Moi, je suis stupéfait, par exemple, dans mon département, dans la manière encore où les inspecteurs d'académie créent des RPI, ou cherchent à imposer des RPI au cordeau et à l'équerre, sans jamais prendre en considération les élus. C'est toujours vertical. Si l'éducation nationale, face aux élus, reste dans la verticalité, on aura beaucoup de difficultés. Mais peut-être aujourd'hui que nécessité faisant loi, les difficultés auxquelles l'éducation peut être confrontée ne pourra passer que par un partenaire avec l'éducation nationale, à condition qu'on sorte de la culture de l'archipel blanc. Merci beaucoup. Jean, avant de vous libérer, je vais juste déroger à l'organisation un peu du débat pour y mettre un peu mon grain de sel, si je puis dire, parce que je partage un certain nombre de choses que vous avez évoquées sur la question de la complexité aujourd'hui de la situation des collectivités face au champ éducatif. C'est un débat que j'ai eu aussi avec Vincent Lénat sur le fait qu'aujourd'hui, les cités éducatives sont très appuyées sur les communes. Or, se pose le problème de la mise dans le coup des départements et des régions. Dans la mesure où si on fait du 0,25 ans, il va falloir travailler effectivement, et les intercos, de voir comment il y a aussi dans ce partenariat une capacité à pouvoir articuler les différents niveaux. Donc, bien sûr. Mais même déjà dans le 3-18, on a le département et on a la région, forcément, sur le 16-18. Donc merci, et si donc vous pouvez partir dès que vous le sentez nécessaire. Georges-Paul Angevin, sur cette dernière séquence. Alors, je trouve que cette idée des cités éducatives, finalement, retrouve ce que nous avons essayé de faire avec la politique de réussite éducative, puisque tout notre fil conducteur était de faire en sorte que les gens se connaissent, travaillent ensemble et développer la complémentarité. Et notamment de mettre en valeur l'importance de ce qu'on fait à côté. Par exemple, pourquoi les enfants des classes bourgeoises réussissent mieux, c'est qu'il y a tout ce qu'ils font en matière culturelle, la musique, du théâtre, tout cela. Et là-dessus, en développant ces activités-là, on avait conscience d'aider les enfants des milieux qui n'étaient pas spontanément amenés vers ça. Quelque chose comme Demos, par exemple, c'est fabuleux de donner cet accès des enfants à la musique classique. C'est tout à fait remarquable. Bon, ce qui a été fait aussi pour les parents, pour que les parents puissent rentrer dans l'école, apprendre eux-mêmes à l'école, je trouvais que c'était quelque chose d'assez formidable. Donc, il me semble que c'est un peu dans cette voie-là qu'effectivement il faut aller. Alors, reste qu'il y a un certain nombre d'enjeux, en tout cas de gros sujets, qu'il faut arriver à aborder ensemble pour ne pas se planter. Par exemple, beaucoup de collectivités ont tenu à ce que les enfants aient des tablettes pour pouvoir rentrer un peu dans une manière plus moderne d'éducation. Et on a dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Bon. Et voilà qu'aujourd'hui, à la fois c'est indispensable sans doute parce que le numérique on l'a dit, va révolutionner notre manière d'enseigner, puisque tout le monde maintenant peut avoir accès à un savoir infini. Le tout, c'est d'apprendre à l'organiser et savoir comment on peut le gérer. Mais maintenant, les responsables du CNRS nous disent que la tablette, c'est la fabrique du crétin. Et par conséquent, on peut se dire que lorsque les collectivités se donnent beaucoup de mal pour que les gamins aient des tablettes, eh bien on leur dit maintenant, vous fabriquez des crétins. Donc, ça sera quelque chose à quoi il faudra qu'on travaille. Deuxième point, c'est que justement, avec l'intelligence artificielle et le numérique, on sait que beaucoup d'emplois vont disparaître.
vont être remplacés par les machines, par les ingénieurs, que sais-je. Or, aujourd'hui, dans nos écoles, notamment dans nos écoles professionnelles, on continue à former les jeunes à un certain nombre de métiers qui auront disparu dans 10 ans. Même des métiers qui semblaient sûrs que, comme tout, on nous dit que maintenant, la comptabilité, par exemple, on disait aux jeunes, bon, la comptabilité, c'est pas marrant, mais à partir du moment où tu as un BTS de comptabilité, tu es sûr de travailler. Bon. Aujourd'hui, tout ça risque de disparaître. Et donc, comment, dans notre organisation de l'enseignement, on prend en compte le fait qu'on va former à des savoirs qui ne seront plus utiles demain et qui ne permettront plus d'avoir un emploi. Troisième point sur lequel aussi je voulais dire un mot, c'est qu'on sent bien tous qu'aujourd'hui, le grand sujet, c'est l'environnement. Et donc, comment on fait pour que, entre les enseignants et les autres acteurs de l'éducation, comment on fait pour que les enfants soient véritablement armés pour aborder ces sujets environnementaux qui aujourd'hui sont tout à fait essentiels. Et enfin, l'école, souvent, se fonde sur un peu l'émulation. Si vous voulez, quand vous êtes le premier de la classe, vous êtes très content, vos parents sont très contents. Quand vous êtes le dernier, vous avez la honte, etc. Souvenez-vous, je ne me souviens plus, je crois que c'était Anatole France qui expliquait que quand il était dernier, eh bien l'avant-dernier le regardait d'un œil moqueur. C'est un peu ça. Bon. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour pouvoir faire des équipes qui fonctionnent, il faut apprendre aux gamins à travailler d'une manière collaborative. Et par conséquent, travailler ensemble et donc s'entraider les uns les autres. Donc, on a des tas de choses comme ça à revoir dans nos manières d'enseigner. C'est la raison pour laquelle je pense que les sujets dont nous avons parlé sont importants. La politique en matière d'éducation prioritaire, ça c'est important. Mais il me semble que les gros sujets tels que comment comment enseigner avec l'intelligence artificielle, comment enseigner sur les questions environnementales, il me semble que tout ça, c'est encore devant nous, d'autant que nous ne sommes pas encore dans notre pays, on n'est pas au niveau entre Google, Amazon, etc. C'est plus nous qui déterminons les savoirs, les contenus de savoir. Par conséquent, il me semble qu'il faut vraiment intégrer tout ça dans notre réflexion si nous voulons vraiment bâtir l'école des années de 2050. Merci. Alors, dans la mesure où on est contraint, et il me semble important quand même, alors si on peut voir la lumière dans la salle, parce que là, on ne voit rien, on ne vous voit pas, et que l'on puisse avoir quand même quelques réactions, quelques questions, parce que vous avez été extrêmement sage et attentif. Bon, il est vrai que les invités ont plutôt joué le jeu, hein, que ça a été quelque chose d'un peu punchy, je pense. Donc voilà, si vous aviez prendre quelques réactions ou questions, 10 minutes, et puis ensuite il y aura petit mot de conclusion pour chacun des intervenants. Qui souhaite intervenir? Voilà, il y a déjà. Alors est-ce qu'il y a un micro? Sinon je vais vous. Il y a un micro qui arrive. Bonsoir. Je voulais revenir sur deux choses. La première, Madame Charia, vous parliez de mettre du sens dans les apprentissages et des différences intelligentes des enfants. Je pense qu'en primaire, on a encore le sens. Et puis, on a un enseignant qui est proche des enfants et qui s'adapte. On est dans le décrochage scolaire à partir du collège en général. Et quand on interroge les élèves, c'est les élèves qui s'ennuient, qui ont face à eux des enseignants qui sûrement n'ont pas eu de problème d'apprentissage, qui ont eu des cours académiques et qui, à nouveau, redonnent des cours académiques. Donc, la question de la formation, elle est indispensable. À -3, +3, tout. Mais bien évidemment qu'il y a des enseignants qui manquent de formation pour s'adapter aux élèves qui ne répondent pas aux normes. La deuxième chose, c'est sur la carte scolaire. Vous disiez la mixité scolaire, on ne l'impose pas. Ben, moi, là, je porte la parole de personnes de familles qui la subissent, la carte scolaire, qui déplorent le fait qu'à la sortie du collège ou du lycée, les enfants se ressemblent tous. Il n'y a pas de mixité sociale, il n'y a pas de mixité culturelle. Donc, je pense que la carte scolaire, on l'impose et qu'après, on l'accompagne. Madame Paul Langevin, vous parliez de familles, entre guillemets, moins favorisées, qui ne voulaient pas se déplacer. Ces familles, on peut les accompagner. Et les autres familles qui sont un peu apeurées et qui pourraient faire de l'évitement, on les accompagne, entre autres avec des projets innovants et attractifs.
Mais si je pense que la mixité, si on n'a pas une volonté déjà de modifier cette carte scolaire, qui est la clé de tout ce qu'on s'est dit ce soir, hein, de toutes ces histoires de ghetto, décrochage scolaire, déjà, si on ne part pas de la base, je crois que le reste, ça ne découlera pas. Merci. D'autres, on va prendre une série peut-être d'interventions, hein, si d'autres questions ou interventions. Oui. Bonsoir, je suis enseignant et demain on donnera la parole aux acteurs de terrain et moi et mes collègues nous serons dans nos classes, donc absents du débat. Je voudrais redire que sur cette question de carte scolaire, pour qu'on puisse envoyer les enfants, nos enfants, dans le collège de quartier, il y a effectivement une question d'attractivité. Et l'attractivité, elle se fabrique, elle se construit, et elle tient énormément à la qualité des équipes et des projets en place. Et c'est quelque chose de très fragile, dont il faut avoir le plus grand soin. Et je voudrais dire que, bon, ici, à Orly, il y a des établissements qui marchent et qui font envie. Alors moi, en 2030, j'aurais quasiment fini ma carrière. Hein. Ça fait déjà 22 ans que j'enseigne à Orly. Mais j'aurais bien aimé pouvoir partager un peu plus avec vous ma micro-expérience du terrain. Voilà, mais j'aurais peut-être pas l'occasion aujourd'hui ou demain, mais enfin, je reste disponible. Et concernant les cités éducatives, moi, j'y crois beaucoup. Et le fonctionnement dans notre école élémentaire avec son collège n'est pas si vertical que ça. On est habitué depuis quelques années à échanger énormément nos services, à passer dans les classes des uns et des autres, quel que soit le cycle 2, cycle 3. Et on sent bien une ouverture vers le cycle 3, enfin vers la 6e, avec des projets communs CM2, 6e. Donc je crois que c'est vraiment faisable. Et moi, j'attends beaucoup de ce projet cité éducative sur Orly. Donc on se retrouvera peut-être pour en parler. Voilà, merci beaucoup. Bien, encore 2-3 interventions. Il y a une intervention devant. Oui, bonsoir. Benjamin Vettelé, je suis adjoint au maire à Blois et je voulais revenir sur le sujet des cités éducatives également. On en avait parlé avec Vincent Léna, qu'on avait eu le plaisir d'accueillir l'année dernière. Nous, je peux témoigner du fait effectivement qu'il y a aujourd'hui, avec Cité éducative, la possibilité de mettre en forme et de formaliser finalement des choses qui existent déjà sur les territoires depuis un certain temps. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, le sénateur le disait pour l'éducation nationale, mais ça vaut aussi pour certaines administrations de l'État. La grande machine est encore très lourde et pas évidente à bouger. Et c'est vrai que si la politique de la ville a eu des réussites ces dernières années, ça reste quand même quelque chose qui est encore très contraint, qui est encore très piloté dans les préfectures selon des codes et des usages qui sont maintenant qui sont bien ancrés dans les habitudes. Et venir greffer un dispositif vivant comme celui des cités éducatives qui nécessite finalement de la souplesse parce que de pouvoir faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de pouvoir être réactif par rapport à des projets qui viennent du terrain et qui répondent aussi parfois à des situations un petit peu d'urgence parce que dans le milieu scolaire il y a aussi ces situations-là qui sont, aucune année scolaire ne se ressemble, aucune classe ne se ressemble. C'est vrai qu'il y a encore sur le terrain des rigidités qui ne permettent pas complètement d'être assurés sur la forme que va prendre le dispositif cité éducative à partir du mois de janvier. Et puis, il y a aussi un point, c'est que les collectivités locales ont été un petit peu échaudées ces dernières années dans leur relation à l'État. Et il faut aussi que cette confiance-là, on puisse la ressentir. On la ressent avec le CGET, avec les échanges qu'on peut avoir avec vous, Monsieur Léna, mais on a besoin d'être plus rassuré derrière sur les intentions aussi, notamment du ministère de l'Éducation nationale sur ce sujet-là. Encore une ou deux questions? Sinon, oui.
Oui, bonjour. Anne-Dilène Segère, élue à Dijon et membre du réseau des villes éducatrices. Je voulais déjà répondre à Madame sur la mixité sociale et la carte scolaire. Je voulais dire que c'est quand même très compliqué parce que effectivement la carte scolaire, elle est aussi très liée à l'habitat. Et on voit bien dans nos villes que quand on veut mettre du HLM, du loyer modéré, dans des quartiers plus huppés ou quoi, on a tout de suite des pétitions, on crie au scandale et tout quand on veut faire rentrer les pauvres dans certains quartiers. Et puis alors encore pire, comme on l'a fait à Dijon, quand on veut, je reprends les mêmes propos que vous, Madame Paul-Langevin, quand on veut faire fusionner une école de pauvres avec une école de riches comme on l'a fait, ça nous a pris 3 ans, on y est arrivé, mais quand même, quelle difficulté. Voilà. Et puis, là, je me permets de le dire aussi, hein, les gens de notre entourage qui nous demandent aussi des dérogations pour que leurs enfants n'aillent pas dans l'école de leur quartier. Donc, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, appeler un chat un chat. Voilà surtout ce que je voulais dire. Puis du coup, j'ai oublié ma deuxième idée. Mince. C'est déjà pas mal. Bon. J'ai oublié ma deuxième idée, je suis désolée. Une dernière intervention ou question? Oui. Bonsoir, donc, je suis Moustapha Mansouri, je suis directeur sur Orly en REP. Donc, je ne bénéficie pas de la cité éducative, mais je suis ça de près parce que je fais aussi partie d'une organisation, c'est Économie sociale partenaire de l'École de la République. Moi, je tiens à faire 2 observations. C'est la cité éducative, ça me fait penser beaucoup à la politique d'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'on a des référentiels, on a des méthodes, etc. Mais ça s'applique dans la réalité à toutes les écoles. Cette logique de partenariat, c'est pas une logique propre au quartier, au QPV, quoi, notamment. Et c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure sur la connaissance du tissu associatif ou enfin, ce qui se passe un peu en dehors des murs de l'école, c'est quand même primordial et c'est une clé. Moi, je suis surpris des fois sur les enjeux d'éducation. Déjà, c'est difficile de parler d'école alors qu'il y a, voilà, même sur un territoire donné, les écoles, elles ne se ressemblent pas par rapport à leurs projets, par rapport à leur culture, à ce qui, voilà, c'est quelque chose c'est pas évident de parler d'école au sens large du terme, quoi. La question à plus-value, elle est primordiale. Là, je vous rejoins tout à fait, Monsieur Léna. Quand on regarde les expériences, notamment des établissements du second degré qui sont conventionnés avec des grandes écoles comme Sciences Po, ils retrouvent une attractivité énorme. On a même des ficelles, où on a des familles issues plutôt des catégories socio-professionnelles élevées qui scolarisent coûte que coûte leurs enfants dans ces établissements dits prioritaires pour pouvoir bénéficier de la rampe de lancement. Il y a plusieurs articles récents là-dessus. Mais en tout cas, cette question d'établissement ouvert sur la société au sens large du terme est vraiment énorme. Il faut savoir qu'il y a aussi une demande de la part des entreprises et des grandes écoles également. Vous avez un discours qui est très très fort sur l'ouverture sociale. Et les jeunes qu'il y a dans ces territoires dits fragilisés représentent des viviers aussi pour la société de demain. C'est-à-dire qu'il y a quand même une maîtrise des savoir-être et une capacité de créativité, d'innovation et tout. Et les entreprises, elles se nourrissent aussi de la diversité. Si on regarde une politique RH, les politiques RH de grands groupes, c'est beaucoup plus questionné, on va dire, que la politique RH de l'éducation nationale ou la manière de regarder nos jeunes et ce qu'ils peuvent nous apporter. On parle beaucoup de hard skills, de soft skills, mais on parle aussi de math skills. Donc il y a aussi des choses à voir de ce côté-là. Et il y a une clé là-dessus sur la manière dont on va tisser des liens avec tous ces interlocuteurs à l'extérieur qui nous gênaient dans le temps. Quand on parlait d'entreprise à l'école dans le temps, voilà, c'était pas évident, mais il y a une vraie clé. Et il y a une piste, il faut savoir qu'il y a des stages, par exemple, proposés au cadre de l'éducation nationale, ces stages CERPEP, qui sont très peu connus sur le terrain, où on a la possibilité d'aller jeter un œil dans une entreprise, économie sociale ou pas, pour voir un petit peu comment ça tourne. Et je pense que ça manque beaucoup. Voilà.
Merci pour ces commentaires. Alors, avant de vous passer la parole, je vais vous la donner pour à la fois répondre et conclure. Je voudrais quand même faire une petite remarque. Vincent Lénas s'en étonnera pas sur la question de la mixité sociale, puisque c'est un dossier que je suis depuis 4 ans ou 5 ans pour le CNESCO et je suis les expériences en cours. Alors, c'est une question très difficile, vous l'avez dit les uns les autres, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Parce que c'est une question primordiale. Vincent l'a dit beaucoup mieux que je pourrais le dire tout à l'heure. Il y a une urgence d'agir. On a des situations qui sont insupportables au regard de ce que nous pensons devoir être la République. Et il y a des endroits où l'école n'est pas l'école de la République. Et cette affaire-là est absolument centrale. Et j'en avais discuté aussi avec Vincent quand j'ai vu sortir les cités éducatives en disant attention à ce que les cités éducatives ce ne soient pas les Tessis. Ce n'est pas l'enfermement sur le quartier. Et qu'il va falloir réfléchir au niveau des cités éducatives sur la façon dont on travaille sur ces questions de mixité, ou comment on va chercher de la mixité, ou comment on a des problématiques qui font cette mixité. Il y a un travail qui est engagé sur Lyon, sur Toulouse, sur Nantes, je veux dire, et je pense qu'il pourra nourrir utilement le débat. Donc voilà, je demande à ce que cette question reste complètement ouverte, parce qu'il faut du volontarisme, il faut à la fois de la carte scolaire, et là je rejoins ce que disait Madame tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait des éléments de cadrage, qui permettent de pouvoir orienter les choses, mais il faut répondre aux attentes des parents. Et les attentes des parents, c'est qu'il y ait un établissement public qui offre un enseignement de qualité et un climat scolaire qui soit apaisé. Et ça, c'est les conditions à réunir au niveau du service public, mais vous l'avez dit aussi les uns et les autres. Et dans d'ailleurs ces établissements de qualité, j'y inclus les écoles, parce qu'on voit bien que la liaison école-collège, par exemple, est une question effectivement extrêmement importante. Mais je ferme la parenthèse, parce qu'on pourrait y passer la soirée. Et donc, je vais vous demander peut-être à la fois de rebondir sur ce qui a été dit et puis d'avoir le mot de conclusion momentanée, parce qu'on voit bien que le débat que nous avons ouvert ce soir est bien plus important, nécessiterait beaucoup plus de temps. Madame Charrière. Sur l'ouverture sur le monde économique, quand on parle des alliances éducatives, le sujet il est aussi là. Et pour vraiment être là dans le cœur un peu des sujets que je traite en ce moment, ça fait partie effectivement de ce sur quoi on a beaucoup tourné pour savoir comment on pourrait arriver à embarquer plus les entreprises, à prendre des jeunes et à faire un peu une part éducative. Donc à travers la RSE, à travers la loi Pacte, moi j'ai essayé de travailler sur cette labellisation et sur comment on valorise les entreprises qui délèguent un maître d'apprentissage, qui font un effort de formation. Alors c'est vrai qu'on est dans un temps économique plutôt favorable, donc les entreprises se retrouvent beaucoup en tension en ce moment parce qu'elles sont sans arrêt en train de dire on cherche de la main-d'œuvre, on cherche des personnes et on ne trouve pas. Donc je pense vraiment que cette alliance éducative sur le territoire, on a parlé du tissu associatif, mais il y a aussi tout le monde économique à embarquer. Et cette dynamique autour du maire, puisque du coup dans notre task force cité éducative, il y a le maire qui connaît mieux le tissu économique que le maire sur son territoire. Et je pense qu'effectivement, il doit mettre aussi autour de la table à certains moments les entreprises pour avoir des stages de 3e de qualité, pour pouvoir offrir peut-être des temps de découverte sur des jeunes qui ont des difficultés à trouver du sens. Voilà, je pense que c'est aussi un acteur, outre le monde associatif, qui doit être autour de la table. Moi, je veux juste conclure en disant que je suis très confiante. Je pense qu'on a ouvert des très beaux chantiers, qu'on a beaucoup d'ambition pour nos jeunes. Sur tout ce qui est sur ce projet de cité éducative, sur cette formation obligatoire des 16-18 ans, sur cette scolarisation obligatoire des 3 ans, sur ces dédoublements. Je pense vraiment que le président de la République a mis l'éducation au rang de ses premières priorités et que Jean-Michel Blanquer a lancé beaucoup de réformes, certes, de manière un peu dynamique, parce que malheureusement, un quinquennat, ça ne dure que 5 ans, et que sur l'éducation, déployer une réforme du bac, ça prend 3 ans. Donc il y a des temps un peu longs, courts, j'ai envie de dire. Mais je suis très confiante. Je pense vraiment qu'on a bien pointé les difficultés, notamment sur toutes les problématiques d'orientation et sur les problématiques d'acquis fondamentaux, de savoirs fondamentaux, mais aussi sur les problématiques d'insertion. Et que on est à la tâche et que on a des belles pistes et je pense qu'on se donnera les moyens de faire réussir vos enfants. En 2 phrases peut-être, j'avais envie de vous dire peut-être deux choses. D'abord, l'éducation au sens large, c'est tout sauf
quelque chose de figé. L'éducation doit redevenir un objet d'engagement, un objet de militantisme. Je pense qu'il faut qu'on arrive à refaire passer dans la société, au-delà même de la communauté des professionnels, l'idée que l'éducation est à la fois une valeur, une espérance dans la jeunesse d'un pays et en même temps une obligation pour chacun de s'engager. Ça peut vous paraître très bébête ce que je suis en train de dire, mais on a, je pense, trop professionnalisé ce thème de l'éducation qui doit avant tout être le regard d'un adulte et d'une communauté d'adultes sur un enfant et sur un jeune. Et c'est absolument fondamental. D'où la nécessité de retrouver des formes d'utopie et d'engagement autour de ces questions d'éducation. C'est aussi à ça que répond ce projet des cités éducatives. Vraiment, j'y crois pour qu'on fasse la preuve que ça marche. Qu'on ne soit pas uniquement sur, évidemment, ces terrains très préoccupants du morcellement de nos territoires, de la mixité qui s'effrite. Bien sûr, c'est une arme de combat, l'éducation, mais c'est aussi quelque chose qui marche. Et il faut qu'on arrive à retrouver collectivement un discours positif sur ces enjeux d'éducation qui sont aussi des enjeux civilisationnels d'une certaine manière. Il faut que notre société se projette dans l'avenir grâce à la sophistication et la densité de son système éducatif qui ne repose pas que, évidemment, sur l'école. Et un dernier mot sur l'école. Ces chantiers, ces mutations formidables qui nous attendent, évidemment, ne se feront pas sans les enseignants. Ça, c'est fondamental. Vous l'avez très bien dit avec des mots simples en disant, moi, il va y avoir beaucoup de réunions, je serai devant ma classe, je n'y serai pas. Et moi, ma grande frustration, ça a été, quand on a lancé ce chantier très enthousiasmant à Grigny, de voir à un moment les profs, et en particulier les profs du collège, dire quelle est notre place là-dedans. Et à un moment même, ils se sont mis en grève en disant voilà, on ne se retrouve pas, on est les derniers à qui on en parle de cette ambition éducative. Donc il y a quelque chose à réfléchir. Il faut qu'on connaisse les contraintes de l'autre. Il faut qu'on trouve des temps de partage. Il faut qu'on trouve des formations communes. Il faut qu'on arrive à échanger ces expériences, à faire de nos villes des laboratoires éducatifs dans le sens le plus noble possible. Et moi, s'il y avait une formule, j'ai entendu monsieur dire il faut que les établissements soit ouvert sur la société. Et ben, moi, j'aurais tendance à dire il faut, plutôt que d'enjoindre en permanence l'école à s'ouvrir à tout vent. Moi, je pense que le mot d'ordre un peu des cités éducatives, ce serait peut-être de changer un peu de pied, bien sûr de continuer à ouvrir l'école, et en premier lieu aux parents, mais aussi au tissu autour, mais c'est peut-être de se donner le mot d'ordre collectivement, d'ouvrir les territoires à l'école et d'ouvrir nos sociétés à l'éducation. Moi, je trouve que ça peut être un mot d'ordre qui est très mobilisateur. Ouvrir les territoires à l'école, en connaître les contraintes, s'adapter à ces contraintes, prolonger le travail des enseignants, le devancer, le relayer, voir la plus-value de chacun des éducateurs, mobiliser les parents, y compris dans la transversalité, sans qu'on les enjoigne de venir tête baissée à l'école. Ils ont droit à des lieux à eux, ils ont le droit aussi à échanger entre eux, à prendre le pouvoir aussi sur une partie de l'éducation. Tout ça, c'est les enjeux du territoire qui s'ouvre à l'école. Et je trouve que c'est plus mobilisateur qu'un mot d'ordre négatif où on fait une pression terrible sur l'école, sur ses enseignants, mais on doit peut-être à l'école, nous, de se mettre à hauteur de l'école dans nos territoires. Merci Georges Paul-Envin. Donc vous avez la lourde tâche de... Non, je voulais simplement, comme mes autres personnes qui parlent avant moi, nous avons souligné ce soir un certain nombre de difficultés qu'il y a dans les écoles et que rencontrent les élèves et les familles et les enseignants. Mais, bien évidemment, les uns et les autres, nous sommes conscients de ce qu'on a beaucoup de chance d'avoir un système scolaire tel qu'il est et d'avoir justement des enseignants qui, comme vous l'avez dit, sont souvent... Parfois, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de communes, ils sont le dernier rempart de la République. Et moi, j'ai beaucoup circulé durant 2 ans dans tout ça. Et franchement, quand je voyais des écoles ou des collèges
où on prend des gamins qui arrivent, qui parlent à peine français, et puis qui, 2 ans après, connaissent les valeurs de la République, peuvent vous parler de littérature ou autre chose, objectivement, on est quand même assez admiratif de ce qu'on est capable de faire. Donc, l'idée n'est pas de critiquer pour critiquer. On réfléchit pour voir comment aller plus loin, aller mieux. Mais on est déjà très conscient de ce que dans beaucoup d'endroits, ceux qui restent debout pour pouvoir transmettre nos valeurs républicaines, c'est quand même les enseignants. Et ça, c'est quelque chose à quoi on tient beaucoup et qui est tout à fait précieux. Monsieur, vous avez dit effectivement qu'on n'a pas le temps suffisamment de partager les expériences, ça on en est un peu conscient, mais il y a peut-être une chose qui est possible aussi, c'est de nous écrire, parce qu'on reçoit beaucoup de courriers, beaucoup de témoignages, et si vous nous envoyez un petit peu des réflexions sur ces sujets-là, eh bien on les lira avec beaucoup d'attention, parce qu'on sait que c'est toujours assez compliqué de pouvoir parvenir. Et voilà, on sait que c'est un travail de longue haleine, pour améliorer les choses. Mais en même temps, c'est un travail, je crois, où chacun, à sa manière, essaye d'apporter sa pierre. Parce que nous sommes tous conscients que s'il y a une chose importante à faire pour préparer l'avenir d'un pays, c'est l'éducation et préparer l'avenir des jeunes. Et par conséquent, il me semble que chacun amène un petit peu sa manière de voir les choses, mais tout le monde est d'accord sur l'objectif. Et me semble-t-il quand même, à travers des majorités ou des oppositions différentes, il me semble qu'il y a quand même une forme de continuité dans le souci que nous avons les uns et les autres de préparer au mieux l'avenir de notre jeunesse. Merci à tous, merci d'avoir été aussi si attentifs, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et puis les débats continuent demain matin.